Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites ? C'est parti, on écoute ça. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la nutrition. Entre vérité scientifique, idées reçues et tendances food qui buzzent, pas toujours facile de s'y retrouver. Pour y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir Théo Esposito, nutritionniste passionné et auteur du livre Une santé prestigieuse, la santé, la plus belle des richesses. Autant dire qu'on va faire chauffer les neurones et peut-être revoir ce qu'il y a dans nos assiettes. Installez-vous confortablement, c'est parti pour ce petit épisode. Théo, bonjour, super content de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast. Écoute, avec grand plaisir, Seb. Comment vas-tu ? Très très bien, en pleine forme, hein. Toujours. Impeccable. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es, ton parcours, ta formation et pourquoi tu t'es tourné vers le monde de la nutrition ? Ok, hyper intéressant. Alors, si je détaille tout, ça va prendre 1h30, donc je vais y aller rapidement. Je m'appelle Théo Esposito, donc aujourd'hui j'ai 23 ans. J'ai un parcours original avec la diète, avec la nutrition, l'alimentation. Jusqu'à mes 15 ans, je courais énormément. J'avais pour objectif de devenir coureur de haut niveau, vraiment juste en course à pied. Et le problème qui se posait, c'est que je tombais très souvent malade. Très souvent au niveau ORL, donc le nez bouché, les otites, etc. Et ça me bloquait dans l'entraînement au moins une semaine toutes les 3 semaines. Donc en fait, sur ma progression, ça jouait énormément. Ouais, c'est handicapant. Hein. Énormément. Et comme j'étais à l'époque à un état addictif au niveau de la course à pied, j'étais presque obsédé. Du coup, voilà, j'étais presque tombé en dépression à cause de ça, sachant que je pouvais plus progresser, etc. Donc, à l'époque, avec ma mère, on avait été voir un médecin spécialisé à Nancy, Dr Piumi, qui était exceptionnel, qui m'avait détecté une énorme, très grosse intolérance gluten-lactose. Suite à ça, donc, j'ai changé complètement mon alimentation, donc du jour au lendemain. Ça a été très drastique pour un enfant, pour un jeune de 15 ans qui mangeait du lait tous les matins avec un paquet de Prince, ça changeait énormément. Et donc suite à ça, j'ai tout changé du jour au lendemain. Et comme par hasard, du jour au lendemain, j'étais en pleine forme. Plus aucun symptôme, je pouvais m'entraîner autant que je souhaitais. Je progressais beaucoup plus vite et j'étais simplement en bien meilleure santé, tout simplement. Et suite à ça, du coup, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Pourquoi moi ? Tiens, pourquoi gluten ? Pourquoi lactose ? Pourquoi le blé ? Pourquoi le pain ? Pourquoi les pâtes, etc. Pourquoi je pouvais plus en manger ? Et est-ce que ça arrive à d'autres personnes ? Comment on détecte l'intolérance au lactose ou au gluten ? T'as énormément de différences en fonction des personnes qui vont être en face de toi. Mais moi, à l'époque, ce que j'avais fait, c'est sur prise de sang. Prise de sang qu'on avait envoyée. On avait donc fait une prise de sang. Ensuite, les analyses, on les avait envoyées dans un laboratoire en Belgique. On avait réceptionné et on avait tout analysé. Et ça, c'était le médecin qui avait analysé. Moi, je suis pas en capacité de le faire aujourd'hui parce que forcément, tu dois avoir une prescription médicale. Moi, je suis pas autorisé à le faire. Et après, ça demande certaines compétences, etc. Mais après, il y a un moyen très simple de détecter une sensibilité, on va dire, au gluten. Donc, quelqu'un qui aura des symptômes type ballonnement, gaz à répétition, problèmes digestifs, même beaucoup d'acné, beaucoup de problèmes de boutons, etc. Ça peut venir de ça. Et en fait, le test ultime, le test le plus simple à faire, c'est supprimer gluten produits laitiers, par exemple, pendant 3 semaines. Avec aucun apport, même pas 1 gramme. Et ce qui va se passer, c'est que soit tu observes une différence vraiment notable, et à ce compte-là, tu peux vraiment t'auto-diagnostiquer sensible au gluten ou intolérant, comme tu veux. Ou alors, tu ressens vraiment aucune différence, et dans ce cas-là, tant mieux pour toi, t'as pas de souci avec le gluten et le lactose. Ça, c'est l'action la plus simple à mettre en place pour justement détecter si tu es intolérant au gluten ou pas, et aux produits laitiers. Maintenant, il y a différents termes. Il y a sensibilité au gluten, intolérance au gluten, allergie au gluten. L'allergie au gluten, c'est une réelle pathologie. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment mourir de cette pathologie si on vient consommer du gluten par erreur. Donc en fait, c'est très très grave. Ouais, bien sûr. Et ça, en fait, on le sait dès l'enfance. Donc c'est vraiment... si tu te poses la question si tu es allergique au gluten, tu ne l'es pas. Tu le sais dès l'enfance. Ouais, sinon, tu as vraiment fait un C'est gros ça. épisode. Exactement.
Après, tu peux la sensibilité au gluten et l'intolérance au gluten. Ça dépend de toi, ta définition que tu donnes aux deux termes. Il n'y a pas de réelle définition exacte. Les deux sont assez similaires. Ça signifie en gros que tu as des sensibilités quand tu consommes du gluten. Voilà, peu importe les symptômes. Ça peut être des réactions cutanées, ça peut être des réactions digestives, ça peut être des ballonnements, ça peut être des gaz, etc., etc. Voilà, donc je vais reprendre ma petite histoire, sinon on va dévier pour 1 heure. Donc voilà, on m'a détecté ces grosses intolérances, j'ai tout modifié mon alimentation du jour au lendemain. Et suite à ça, voilà, j'ai commencé à me poser énormément de questions. Pourquoi moi pourquoi le gluten? Pourquoi le blé, etc. Et surtout, pourquoi en fait quand je supprime le gluten, je me sens mieux? Et à 15 ans, j'ai commencé à me poser ces questions. Et de fil en aiguille, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube. J'ai lu beaucoup de livres. Julien Vénesson à l'époque, c'était mon mentor, on va dire. J'ai écouté beaucoup de podcasts sur la nutrition, forcément en lien aussi avec le sport, la course à pied, en lien aussi avec la musculation qui m'intéressait beaucoup à l'époque. Et de fil en aiguille, c'en est devenu une réelle passion. Une passion au point de devenir vraiment de vouloir presque en faire mon métier. Et je me suis orienté naturellement, j'ai regardé un peu sur Internet, c'est quoi les études, etc., pour devenir nutritionniste, diététicien, etc., pour voir un petit peu quelles étaient les formations, les parcours qu'il fallait faire, et si voir déjà si c'était un métier, un avenir qui pouvait me correspondre. Donc voilà, j'ai regardé sur Internet, et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur une école à Lyon pour devenir nutritionniste du sportif de haut niveau. Donc c'était l'EDNH à Lyon, et quand j'ai vu l'école, j'ai eu un gros coup de cœur. Je me suis dit, c'est le métier exactement pour moi qui est fait pour. Donc voilà, je me suis dirigé là-dedans. En parallèle de mes études, je continuais toujours de courir à fond, courir pour progresser. Et voilà. Et donc ensuite, de 2020 à 2023, à avril 2023, donc j'ai passé mon diplôme. Et ensuite, voilà, j'ai eu mon diplôme. Je me suis lancé en cabinet libéral à Nancy, à Métamorphose. Pendant 1 an et demi, non, un peu moins, de avril 2023 jusqu'à mai 2024. Okay. Voilà, donc un peu plus d'1 an. Ça s'est très très bien passé. Ça m'a fait un apprentissage vraiment important quand tu te retrouves à 22 ans face à une patientèle qui a 40, 50, 55, qui te dit, à qui tu dois dire justement comment s'alimenter, des améliorations à mettre en place au niveau de leur hygiène de vie, de leur alimentation, de leur supplémentation, etc. Au début, c'était assez stressant. Ouais, j'imagine, parce que c'est des gens qui ont quand même, on va dire, une expérience de vie de 20, 30 ans de plus que toi. C'est ça. Alors, je dis bien une expérience de vie, parce qu'une expérience de nutrition, voilà. C'est ça. Si toi, tu as fait des études, tu as les connaissances que eux n'ont pas. Du coup, c'est pour ça qu'ils viennent s'orienter vers toi. C'est vrai qu'au début, ça doit être un peu compliqué c'était assez compliqué. Je me souviens en plus avoir eu des patients quand même assez importants en face de moi. J'avais eu une dentiste dont son mari était médecin. Alors, le cliché de la personne qui est restée dans les années 80 niveau connaissance de nutrition, etc. Donc, c'était vraiment enrichissant pour moi. Je regarde un super souvenir. J'avais eu des personnes vraiment enrichissantes, quoi. Et ensuite, j'ai arrêté le cabinet en mai 2024 pour une simple et bonne raison, qui est que le cabinet, c'est très enrichissant, mais c'est pas du tout ce que je souhaite pour moi perso. Et c'est pas le métier que je vois assis sur une chaise en face de la personne tous les jours à enchaîner les patients. Et surtout, je me donne pas à 100% avec le patient puisqu'on se voit une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. Et c'est ce qui m'a amené à partir de mai 2024 à créer mon propre accompagnement Nutri-Minceur Pro, qui va permettre justement à chaque personne qui le rejoint d'aller assurer à 100% l'obtention de leurs résultats en perte de graisse. Puisqu'après, je me suis dirigé vers la perte de graisse exclusivement. Et le cabinet, voilà, en fait, quand on se voit une fois par semaine, une fois par mois, pardon, une fois par mois, une fois tous les 1 mois et demi, une fois tous les 2 mois, la personne, elle vient en face de moi, elle est très motivée, on a une très bonne discussion, on a un très bon échange, je lui partage de très bons conseils, un très bon plan alimentaire, voilà, une nouvelle supplémentation si besoin, si nécessaire, etc. Elle est très motivée, elle rentre chez elle, elle suit le plan. Mais si par exemple, au bout de 2 jours après, elle a une contrainte de vie, elle a un imprévu, elle a une remarque assez négative d'un de ses proches qui va peut-être la remettre en question, etc. Elle est toute seule. Il y a personne pour l'accompagner. Il y a personne. Et on se revoit dans 1 mois ou 1 mois et demi. Et au bout de 3 jours, en fait, elle a arrêté, elle a repris ses mauvaises habitudes. Et on se revoit dans 1 mois et demi, pardon. Quelles ont été les améliorations? Il n'y en a aucune. Et ça, en cabinet, c'est ce que j'ai remarqué. En toute honnêteté, presque 3 cas sur 4. C'est énorme.
Non pas que le travail est mal fait, non pas que le plan alimentaire n'est pas adapté, non pas que la personne n'est pas du tout motivée, hein. Bien au contraire, elle est très motivée. Mais en fait, c'est juste physiologique, c'est juste humain. Si t'as pas un suivi rigoureux derrière, si t'as pas des petits boosts motivationnels, etc., forcément, tu vas retourner dans tes mauvaises habitudes, etc. C'est des schémas classiques, c'est des schémas en fait qui sont tellement ancrés qu'ils vont forcément reprendre le dessus sur les nouveaux que tu essaies de mettre en place. Et comme la motivation, on ne peut jamais se baser dessus parce que c'est uniquement une émotion c'est éphémère. Bien sûr. Tu vas forcément avoir un moment, tu seras plus motivé. Ça peut être au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, mais à un moment ça va arriver. Tu vas te lever un matin, je veux reprendre mes tartines habituelles, tu vois. Et là va falloir trouver une solution. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est le suivi. Le suivi avec un professionnel de santé, peu importe, que ce soit moi, que ce soit un autre, un expert en perte de graisse, un expert dans l'objectif de la personne précisément. C'est le suivi, avoir un soutien quotidien, ne jamais être seul. Et ça change tout. Ne jamais être seul, avoir un réel suivi, avoir un contact régulier, avoir une présence régulière et surtout avoir un rendez-vous hebdomadaire. Ça, c'est ce qui change tout. Et c'est ce que je mets en place aujourd'hui dans mon accompagnement, avec un plan alimentaire par semaine, un rendez-vous hebdomadaire, avec le contact WhatsApp quotidien pour subvenir aux besoins de la personne, etc. Et depuis que j'ai mis en place ça, alors à l'inverse du cabinet où on avait 3 cas sur 4 qui ne suivaient pas 100%, là j'ai 100% de réussite depuis mai 2024. Ça, c'est une énorme fierté pour moi, parce qu'en fait, je me donne à 100% dans mes suivis, et c'est ce qui va me permettre d'être le plus fier et surtout d'aider les personnes, quoi. Quand la personne, elle vient, je suis presque sûr qu'elle va repartir avec son objectif atteint. Et ça, c'est ce qui me rend le plus fier, parce que en cabinet, quand la personne venait, et qu'en fait, t'as 5-6 personnes avant qui, tu sais, ont pas suivi, ont pas réussi, ont été démotivées, quand elle vient en face de toi, tu te dis, ça se trouve, ça va être encore pareil, et c'est assez démotivant. Ouais, même toi aussi, ça te démotive. Du coup. Exactement, Ouais, complètement. je comprends, ouais. Alors que là, en fait, il y a rien de plus agréable qu'une personne qui te dit merci, qu'une personne qui, en fait, n'a même plus besoin de toi. Elle sait, en fait, au bout de quelques semaines, quelques mois de suivi, mon rôle, il est plus vraiment nécessaire, honnêtement. Et toi, tu donnes les armes, et C'est après, ça. ça veut d'aller au combat, je dis toujours. Alors ouais, mais tu vois, le terme combat, je l'aime pas trop dans la nutrition, la diète, parce que c'est assez négatif. Une perte de graisse, quand elle est bien faite, t'as pas besoin d'aller au combat. L'objectif, c'est d'aller justement trouver les meilleures solutions alimentaires, hygiène de vie, activité, mouvement, sport, etc. pour permettre à la personne d'atteindre son objectif de perte de poids en fournissant le moins d'efforts possible. Parce que si elle doit se battre, aller au combat, entre guillemets, je reprends ton expression, ça veut dire qu'elle doit vraiment changer ses habitudes, qu'elle doit fournir des efforts, etc. Et si ces efforts sont trop pénibles à tenir, elle pourra pas tenir son poids sur 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment mettre en place des habitudes simples, très très simples, qui prennent en compte sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie professionnelle, etc. pour qu'elle puisse maintenir son poids en respectant toutes ces conditions. Et pour ça, on est obligé de trouver des habitudes faciles à mettre en place. Oui, c'est simple. Ouais. C'est ça. Mais c'est trop contraignant, les gens, comme Exactement, tout à fait. Tout à fait. Après, il y a des personnes qui veulent ça, justement. Elles ont besoin. Et dans ce cas, on met un plan avec un déficit agressif, etc. Mais il y a beaucoup de personnes chez qui il faut y aller quand même avec des bonnes habitudes simples, etc. mais qui permettent à coup sûr d'obtenir les résultats. Et ce que je dis toujours, c'est que le plan alimentaire idéal, pour ceux qui savent pas et qui nous écoutent, c'est tout simplement comme un plan d'entraînement, mais au niveau alimentaire. Donc ça va être, ce matin tu consommes ça, à midi tu consommes ça, ce soir tu consommes ça au dîner, en collation tu peux consommer ça, en supplémentation tu consommes ça et ça. Et c'est vraiment individualisé, propre à chaque personne. Aucun plan alimentaire est identique. C'est impossible. Chacun a des besoins physiologiques différents. Chaque personne a des envies différentes. Chaque personne a des aliments qu'elle apprécie qui sont différents des autres, etc., etc. Et tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et ce que je disais, c'est que le plan alimentaire idéal, c'est jamais celui qui est idéal sur le papier. C'est toujours celui qui est idéal. Le plan alimentaire idéal, c'est celui qui va permettre à la personne d'obtenir son objectif, à coup sûr. Ça peut être un plan alimentaire qui inclut, je sais n'importe quoi, une tartine de Nutella le matin. Mais si ça permet à la personne de ne pas craquer sur 3 pots de Nutella le dimanche, eh ben ouais, il faut l'inclure. Ouais, bien sûr, il vaut mieux tous les jours un petit peu de plaisir que Exactement. Un gros plaisir Exactement. à tout casser. Exactement. Et ça, en fait, les gens ne le comprennent pas. Dans la tête de la plupart des personnes, mais c'est normal, hein, quand on connaît pas, on peut avoir cette appréhension. C'est soit tout blanc, soit tout noir.
Et jamais de la vie. Ouais, on n'est pas formé, on n'a pas de connaissances tout. dessus. Ouais. Pas du C'est tout. sûr pas du que tout. moi, quand j'avais entamé ma perte de poids, tous les jours, je mangeais du chocolat. Exactement. Tous les jours. Voilà. Et Donc, t'as réussi. bien sûr, Bah, évidemment. bien sûr. Parce Voilà. que je me suis dit, au lieu d'être frustré, entre guillemets, toute la semaine, et d'attendre dimanche, par exemple, Voilà. pour pouvoir faire ton fameux cheat meal, je me suis dit, mais pourquoi pas me faire plaisir tous les jours? Et en fait, juste changer mes repas, mais mes petites collations plaisir. Exactement. Et ça a été nickel. Et regarde, je vais te donner un exemple hyper précis. Alors, c'est paradoxal parce que la plus belle réussite en perte de graisse, la plus importante que j'ai fait, c'était avec un patient en cabinet. Mais c'était un suivi sur 3 mois, on se voyait une fois par mois. Donc, il était régulier sur les 3 mois, c'est déjà bien. Et en fait, cette personne, donc il était jeune, il avait 23 ans, et il a perdu 25 kilos. Bon, pour rassurer ceux qui nous écoutent, c'est exceptionnel comme situation. Tout le monde ne peut absolument pas faire ça. Et cette personne était en situation d'obésité. Je dis pas que c'est plus facile, mais je dis que forcément la perte de graisse se fait plus naturellement dès que tu mets des bonnes habitudes en place. Donc il a perdu 25 kilos et dans sa situation, on a conservé dans son plan alimentaire du Monster quotidiennement. Alors du Monster 0, on est passé dessus, et du Nutella, mais alors je sais plus c'était sous quelle forme. En fait, on y a été progressivement. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Mais en fait, il consommait du Nutella tous les matins. Et en fait, on est passé de un certain nombre de tartines, ses habitudes classiques, on a juste divisé par 2 la portion de tartines Nutella qu'il consommait tous les matins pendant 2 semaines. On a toujours conservé cet apport en Nutella. Mais on a divisé par 2 les apports énergétiques. Mais il a toujours son plaisir au niveau du goût, au niveau gustatif, et c'est moins difficile de se dire, je divise juste par 2 mes tartines Nutella, plutôt que se dire, j'arrête mes tartines Nutella, je prends une pomme, 15 grammes de noix de cajou, 2 œufs. Il va péter un câble. Ouais, bien sûr, c'est Vraiment. pas du tout la même, là. Pas du tout. On a divisé par 2 le tartine Nutella. Au bout de 2 semaines, on s'est contacté par message, et je lui avais dit, OK, est-ce que tu te sens capable, là, maintenant, on teste. Ça vaut le coup de tester. Si ça va pas, on On rediminue. revient comme avant. Voilà. Ouais. Mais on teste. On divise par 2 encore. OK. Il teste, machin, ça passe très bien. Au bout de 2 semaines, donc au total 1 mois après le début du plan alimentaire, je lui dis comment tu te sens, etc. C'était la première fois qu'on se revoyait en plus. Comment tu te sens, etc. Bah ça va, etc. Bon, il avait déjà perdu beaucoup de kilos. Je crois qu'il était à premier mois plus de 8, c'était énorme. Et à partir de là, je lui dis, est-ce que tu te sens capable de prendre ces tartines Nutella, qu'on avait divisé par 4 quasiment en tout, une fois tous les 2 jours. Tu l'as toujours, on supprime pas, mais une fois tous les 2 jours. OK, on teste. Et encore une fois, on teste. Si ça va pas, bah, on viendra trouver une solution. Une fois tous les 2 jours, et c'est passé nickel. Donc, au final, et ensuite on a continué comme ça, on n'a pas diminué encore. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé, admettons, de 4 fois 8 tartines Nutella, non, 4 fois 7, 4 tartines Nutella par jour, on va dire. Donc 4 fois 7, 28 tartines Nutella par semaine. On divise par 2, on passe à 14. On divise par 2, on passe à 7. Et ensuite, on passe à 1 toutes les 2 jours. On est passé de 28 tartines Nutella, 4 semaines après, 3 à 4 tartines Nutella par semaine. La différence, elle est colossale, elle est énorme. Et les 3-4 tartines de Nutella qui restent, c'est insignifiant, honnêtement. Donc en fait, on les a conservées. Et derrière, la perte de graisse, elle a suivi. Parce que bon, il y avait aussi le déjeuner, le dîner, le mouvement, le sport, etc., la supplémentation. Mais voilà. On a toujours conservé son Nutella. On a toujours conservé son Monster 0 qui lui a fait énormément de bien. Et la perte de graisse, ça a été magnifique. C'était énorme. Oui, des fois, tu te mets juste des petits trucs en place. Alors, Ouais, quand tu connais pas, tu te dis, bon, bah, c'est ça. le quotidien est bien. C'est ça. Et puis finalement, tu dis, bah, tiens, si tu manges une baguette de pain par jour, ben, ça fait, je sais pas, tant de calories. Ouais, c'est ça. Tu vas diviser par 2, ben, tiens, j'ai déjà gagné 100 calories. Là. Exactement. Je bois du coca. Ouais. 1 litre. Pareil, tiens, je vais passer sur du 0. Ouais. Je regagne encore 300 calories, là, etc., etc. C'est ça. Tu mets un petit peu de mouvement en place. Ouais. Ben, en fait, tu as un déficit calorique naturel sans effort. Exactement. Et en fait, c'est ça que moi, j'apprends aux gens. Alors après, attention, parce que il y a ce qu'on appelle être optimal pour la perte de graisse et optimal pour la santé. Il y a quand même 2 différences. Tu vois, par exemple, un Coca 0, c'est optimal pour la perte de graisse. Pour la santé, c'est pas optimal. Ça va pas te faire mourir si t'en consommes 1 ou 2 verres par jour, honnêtement. Mais pour la graisse, par contre, je le conseille. Une personne qui a besoin de sucre, qui a son besoin de goût sucré, etc., une personne qui a l'habitude d'avoir un goût sucré ou qui sort beaucoup en terrasse avec des amis, par exemple, et qui en perd de graisse, évidemment, on passe sur du Coca 0.
ou du Monster Zero, je sais même pas c'est quoi je bois pas je consomme pas ces boissons. Mais voilà, elle a 0 calories, elle a 0 grammes de glucides. Par contre, via l'édulcorant, elle va avoir un très fort goût sucré. Elle va avoir une boisson rafraîchissante. Ça va lui faire du bien au niveau social. C'est pas du tout mal vu d'avoir un Coca Zéro. Alors si tu sors et que tu prends un Perrier Citron, socialement, ça peut être un peu plus difficile si on n'a pas l'habitude. Et voilà. Et ça peut vraiment nous permettre de tenir ce qu'on appelle l'adhésion au plan alimentaire. En fait, l'objectif, c'est de tenir le plan alimentaire en trouvant des moyens qui vont nous permettre de le rendre facile. Ça peut être du Coca Zéro, ça peut être des chewing-gums, pourquoi pas, qui vient encore une fois via l'édulcorant, en plus ça donne un petit goût sucré. Ça peut être par exemple une portion de fromage de chèvre, fromage de brebis. Si on aime beaucoup le fromage, on peut en prendre quotidiennement. Ça peut être... il y a quoi comme exemple? Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne que une personne que j'accompagne. Elle habite à Reims. Alors, elle boit beaucoup de champagne. Enfin, quand on a démarré, elle buvait beaucoup de champagne. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est juste qu'on a diminué les portions de champagne. Et pour te donner le cas concret, elle consomme encore aujourd'hui environ 6 coupes de champagne par semaine. Alors, ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup, peu importe. Là n'est pas le sujet. Mais avec 6 coupes de champagne, sur les 3 premières semaines, elle a perdu 3 kilos. Par semaine. Oh, c'est fou. Ouais, de coupe de champagne. 3 kilos en 3 semaines. Elle buvait 6 coupes de champagne par semaine. Et donc en fait, on peut perdre de la graisse avec tout et n'importe quoi. On pourrait même perdre de la graisse avec du McDo tous les jours. Tant que le déficit est fait. Mais par contre, est-ce qu'au niveau de la santé, c'est bien? Est-ce qu'au niveau immunitaire, c'est bien? Est-ce qu'au niveau de la perte de muscle, on va pas perdre trop de muscle? Est-ce que la répartition des macros, elle est bien faite? Macronutriments, protéines, lipides, glucides et les fibres, mais qui sont quand même des glucides. Voilà. Et en fait, c'est tout ça qu'il y a à prendre en compte. Une perte de graisse bien construite. Tu perds exclusivement de la graisse. Tu maintiens toute ta masse musculaire, tes capacités immunitaires. Tu es en pleine forme, tu retrouves une réelle vitalité. Et une perte de graisse bien construite, c'est une perte de graisse qui te permet de perdre du poids sans t'enfermer chez toi et à souffrir. En gros, c'est ça. Et puis sur le long terme, du fait que tu ne reprennes pas ces kilos. Exactement. À la fin, parce qu'il y a énormément de régimes où tu perds très vite, t'es content, mais derrière, quand t'as le rebond qui arrive. Exactement. Et le rebond, très souvent, il est dû à une seule chose, le plan alimentaire qui était pas du tout adapté à la personne, honnêtement. Pour l'instant, j'ai jamais eu une personne qui, à la fin de l'accompagnement, a repris énormément de poids. Le max que j'ai eu, ça doit être 5 kilos, on était sur une perte de graisse de plus de 15 kilos. Donc ça reste cohérent, mais les 5 kilos ont été repris sur l'année. Pas sur le mois derrière. Il n'y a pas du tout d'effet yo-yo. Et encore une fois, ce que je dis toujours, c'est il faut vraiment déculpabiliser au pire du pire. Imaginons que tu viennes à reprendre un peu de poids. Tu remets en place un plan alimentaire sur quelques semaines, tu te mets vraiment pas de pression, tu remets en place quelques bonnes habitudes, essaye juste de comprendre pourquoi tu as repris un peu de poids. Et si tu as réussi à perdre 15, 20 kilos, 10 kilos, 5 kilos avant, tu seras toujours capable de les reperdre. Donc déjà, premièrement, pas de pression. Et si tu les as perdus en plus facilement ou avec une bonne méthode qui t'a vraiment rendu en forme ou dont tu as pris du plaisir, etc., en fait, ça va être encore plus naturel de les reperdre. C'est pas gênant. Et encore une fois, est-ce que tu as repris de la graisse? C'est une bonne question. Oui, des fois, c'est... Moi, j'appelle ça les kilos de vacances. Voilà, exactement. Je suis parti 5 jours en vacances. Je suis rentré malheureusement malheureusement. C'était un bon week-end quand même, mais j'ai bien profité le week-end. J'ai pris 2 kilos. Voilà. Mais j'ai pas pris 2 kilos de graisse. Mais absolument pas. Il y a de la flotte, il y a du gras, il y a plein de choses. T'as du glycogène. En fait, c'est ce que j'expliquais hier à une nouvelle personne que j'accompagne. C'est son premier rendez-vous et à chaque fois, j'explique comment fonctionne une perte de graisse. Ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde comprenne comment fonctionne une perte de graisse. Ça, c'est très important. Parce que quand la personne se lance dedans, si elle comprend pas comment ça fonctionne, elle va pas savoir pourquoi est-ce que je mets en place les choses. Et quand elle comprend, après, c'est beaucoup plus naturel. Elle accepte mieux aussi. C'est ça. Ouais. Et ce que je lui disais, c'est que quand on commence une perte de graisse, il va y avoir 3 phases. La première phase, sur les premières heures, ça commence dès les premières heures, à 72 heures. Même 4 jours, on va dire. L'élimination de la rétention d'eau, du stockage de glycogène. Ça, c'est la première des choses qui va être mise en place. Et ça peut te faire perdre 2 kilos de kilos corporels, tout simplement. Ce qui est énorme. Par contre, au niveau psychologique sur la personne, c'est très positif. Ça la motive encore plus. Elle voit qu'elle se lance dans la perte de graisse, qu'elle a déjà perdu 1,5 kg en 4 jours. Ça la motive, etc. Elle est prête à encore plus continuer, etc.
Et au bout de ces 3-4 jours, vient alors à commencer l'élimination de la graisse viscérale. Et cette graisse viscérale, c'est la graisse qui entoure tous tes organes vitaux, le foie, tes poumons, ton cœur, tes reins, etc. Et c'est la graisse la plus dangereuse pour ton organisme. Celle qui peut causer des grosses problématiques de santé, des pathologies, etc. Qui peut à terme même amener à des comas et jusqu'au décès si c'est vraiment en excès. Je pense par exemple au syndrome du foie gras, etc. C'est vraiment des pathologies. Et c'est vraiment à prendre en compte et à ne pas négliger. Et donc la priorité pour ton organisme, c'est d'éliminer cette graisse, qui est vraiment néfaste à sa vitalité, tout simplement. Donc on va commencer à perdre cette graisse viscérale, qui entoure tous nos organes vitaux. Sauf que en éliminant cette graisse, l'épaisseur de peau, ou alors la graisse sous-cutanée qui viendra après, qui est la graisse entre le muscle et la peau, elle ne se perd pas encore. Et le problème que ça va se... Alors c'est pas du tout un problème, c'est vraiment naturel. Mais en fait, dans la tête des personnes qui se lancent dans une perte de poids, ce que ça peut causer, c'est que ça vient nous démotiver parce que on se regarde devant le miroir, on voit pas encore nos abdos. Alors oui, mais en fait, tu perds la graisse viscérale. D'abord. Dans un second temps, tu viendras éliminer la graisse sous-cutanée qui, elle, n'est pas dangereuse. Et ça, en fait, il faut juste le comprendre. C'est tout simple. Donc, on élimine la rétention d'eau au stockage de glycogène. Ensuite, on vient éliminer la graisse viscérale. Une fois que cette graisse viscérale atteint un niveau que ton organisme estime plus dangereux pour lui, alors il commence à éliminer la graisse sous-cutanée. C'est cette graisse sous-cutanée qui, une fois qu'elle commence à s'éliminer, etc., tu vas avoir les abdos visibles, avoir l'épaisseur de peau beaucoup plus fine. Voilà. Donc, typiquement, la personne qui a des poignées d'amour, ça se perd en un peu plus de temps. Ouais, Voilà. je sais. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. C'est exactement ça. Mais pour autant, c'est vraiment réalisable. Hein. Avec un bon plan alimentaire, un bon suivi, un bon protocole, n'importe quelle personne, peu importe sa physiologie, peu importe ses pathologies, hypothyroïdie, problèmes avec certaines allergies par exemple, certaines intolérances, des personnes qui ont très peu de mouvement, qui sont sédentaires, des personnes handicapées, peu importe les pathologies, diabète, hypercholestérol, anémie, peu importe, elles sont capables d'atteindre un physique en termes de pourcentage de masse grasse qu'elles désirent, avec les bonnes méthodes en place. Tout est 100% faisable. C'est impossible, avec les bonnes méthodes, de ne pas arriver au poids qu'on souhaite. C'est simplement qu'il faut les mettre en place. Il faut comprendre pourquoi. Il faut être motivé au début, puis ensuite trouver des solutions qui vont nous permettre de tenir sur le temps. Et un jour, un moment, se dire « je tente ». Ça coûte rien de tenter. Et la perte de graisse, une fois que tu atteins ton poids de forme, tu vas tellement te sentir en forme que c'est l'élément le plus motivateur qui existe en fait. Non, mais ça, c'est sûr. Ouais. Tu vas avoir un physique quand tu te regardes devant le miroir qui te plaît. C'est le plus important, pas plaire aux autres, mais vraiment plaire à soi. Quand on se regarde devant le miroir, ça va nous booster notre confiance en soi. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise en public, peut-être de prendre la parole pour le travail, peut-être si on a un travail en extérieur, etc., d'être un peu plus à l'aise, d'oser se mettre en t-shirt, par exemple. Il y en a beaucoup qui n'osent pas. Si on est à la plage en vacances, juste de profiter simplement des vacances. Parce que si on est à la plage en vacances dans le sud, au soleil, qu'on n'ose pas se mettre en t-shirt, qu'on n'ose pas enlever nos vêtements, etc., tu profites pas. Non, Et c'est pourquoi- clair de et pourquoi penser tu le vas en regard vacances des autres toujours. Ah, mais Exactement. tiens, j'ose pas mettre tel habit parce qu'on va me regarder. C'est En fait, ça. tout le monde s'en fout, au fait, Alors déjà, toi, en vrai. déjà, c'est- premièrement, tout le monde s'en fout. C'est clair. Toi, tu penses Ouais, que les réellement, regards sont posés sur toi alors qu'au c'est final, les gens ont autre chose à faire, quoi. c'est ça. Et donc ça, c'est, on va dire, uniquement l'aspect esthétique, l'aspect de confiance en soi, qui est vraiment important. Il faut pas le négliger, hein, l'aspect esthétique. Aujourd'hui, 80% des personnes qui viennent me voir, c'est pour l'esthétique. Beaucoup, oui. Et ouais, c'est pas pour un aspect de santé, etc. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Et ça se comprend. Le deuxième point, c'est que quand tu vas perdre du gras, tu vas atteindre ton poids de forme, tu seras tout simplement en bien meilleure forme. Tu vas être beaucoup moins essoufflé, tu vas avoir une endurance bien meilleure, tu vas être beaucoup plus léger, tu vas oser faire des choses que tu osais peut-être pas faire avant, aller faire une grosse randonnée. Pour l'entraînement dans les sports d'endurance, il n'y a pas photo, tu vas forcément te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus performant. Et ensuite, tu as l'aspect tout simplement santé. Beaucoup moins de pathologies cardiovasculaires, beaucoup moins de risques avec les années, etc., etc. Et en fait, pour tous ces bénéfices, une fois qu'on a atteint notre poids de forme, on ne peut plus faire marche arrière.
c'est l'élément le plus motivateur qui existe. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de trouver les meilleures solutions qui leur permettent d'atteindre leur poids de forme. Et les solutions, moi-même là aujourd'hui, je peux pas leur dire parce que c'est vraiment leur solution. Il faut qu'on les trouve ensemble, etc. Il y a des solutions un peu universelles qui peuvent fonctionner pour la majorité des gens, mais chaque personne va avoir sa solution en plus qui va lui permettre de booster sa perte de graisse x2, quoi. Et c'est énorme. Et voilà. Bon, je pense qu'il y a d'autres questions. On va dévier Ouais, pour voilà, une demi-heure pour la première question, c'est Voilà, c'est génial. c'est pas mal. En deuxième question, j'avais donc tu es toujours l'auteur du livre Une santé prestigieuse, la santé la plus belle des richesses. Oui. Avec une préface signée Hugo Ferrari. Ouais. Ça pose un peu le décor. Énorme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'on y trouve et puis c'est quoi le message fort que tu voulais faire passer dedans? Alors, Une santé prestigieuse, c'est un livre, c'est une grande fierté que j'ai encore aujourd'hui, que j'aurai toujours. Comme je t'ai dit au début du podcast, tu sais, je me suis lancé en cabinet libéral, j'avais 22 pour 2000, ouais, j'avais 22 ans. Non, 21. J'avais 21 ans. Waouh. Donc j'avais 21 ans. Et très compliqué de faire face à une personne de 50 ans en face. L'aspect crédibilité, l'aspect autorité, etc. Et je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux montrer ma crédibilité? Sachant que je sais que j'ai les connaissances, je sais que je suis capable d'accompagner et de permettre à la personne d'atteindre son objectif. Comment je peux faire? Être sur les réseaux? Ouais, mais la personne de 40 ans, 50 ans, elle lit pas forcément. Elle va peut-être pas lire ce que je poste sur Instagram, ou lire ce que je poste, ou regarder mes vidéos YouTube, par exemple. Donc c'est cool, mais pas en cabinet, en fait. Écrire, faire des fiches, faire des interviews, ouais, mais pareil, ça reste digital ou des fiches conseils. Ils s'en foutent, honnêtement. Je me suis dit, un truc qui parle, écrire un livre. Si j'écris un livre et que ce livre commence à être reconnu, etc., il va y avoir une réelle autorité ou une réelle crédibilité. Et en fait, à la base, j'ai juste écrit ce livre pour ça. Pour montrer mon expertise, montrer mes connaissances, qu'on sache, entre guillemets, que même si je suis jeune, c'est ma passion, je sais de quoi je parle, j'ai fait ne serait-ce que 3 ans d'études, plus toute ma passion, les années d'apprentissage avant, plus l'apprentissage que je fais au quotidien, l'expérience avec les personnes que j'accompagne, etc. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire ce livre en avril 2023. C'était à la toute fin de mes études. Je crois que j'avais même commencé dans mes 2 semaines de partiel, je crois. C'était énorme. Donc j'avais commencé à écrire ce livre, à avril 2023. Et j'ai mis un peu tous les sujets qui me venaient en tête, des sujets qui étaient importants pour moi, que ce soit sur des sujets diététiques, sur des sujets de physiologique, de santé, etc., grâce à la diététique, grâce à la nutrition, tout en mettant en parallèle des moments de vie perso à moi, pour que chaque personne qui lit ce livre puisse faire le parallèle entre ce que je raconte et mon histoire perso. En fait, ce livre, c'est un peu un état de ma vie à l'époque là, en même temps. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est un livre scientifique aux airs romanesques. Et alors c'est une phrase que j'avais inventée à l'époque, mais je trouve qu'elle est vraiment vraie. Et quand on lit ce livre, en fait, il y a mes histoires perso, mes histoires de courses à l'époque, par exemple, je raconte mes courses, je raconte ce que je pensais, etc., associé à la diète, à la nutrition, à ce que je consommais, associé évidemment à une 150 de conseils, honnêtement, avec à la fin toutes les références scientifiques à la fin du livre. Et voilà. Et en fait, ce livre, j'avais pas du tout pour but de le vendre beaucoup ou de le commercialiser, pas du tout. Le livre là, je l'ai écrit uniquement pour moi déjà avoir une petite thérapie perso. Ça m'a fait beaucoup de bien. À l'époque là, psychologiquement, j'étais pas dans la meilleure période de ma vie en plus. Ensuite, pour assurer ma crédibilité, mon expertise, etc. Et puis pour mine de rien, commencer à bosser parce que je me lançais à mon compte, etc. Fallait faire quelque chose. T'avais pas de 10 rendez-vous par jour, etc. Comment tu fais? Tu t'occupes comment? Et du coup, je commençais à écrire le livre, etc. Et je l'ai énormément écrit. J'écrivais environ 5 à 6 heures par jour pendant 3 mois. Donc c'était très très long, mais c'était que de la passion. J'adorais. Je me levais à 5 heures du mat. On n'était même pas à l'heure d'été, etc. J'écrivais sur l'ordi, etc. Je prenais des notes. J'écrivais sur un Google Doc. Et ensuite, j'enlevais, je supprimais. J'ai fait plein de brouillons.
Et ensuite, donc mi-juin, j'ai terminé de l'écrire. Et j'avais annoncé la publication du livre officiel le 30 juin 2023. Donc 3 mois après, un peu plus de 3 mois. Avril, mai, juin. Ouais, c'est 3 mois. Et voilà. Et donc, j'ai publié sur Amazon en auto-édition. Voilà. Et j'avais été voir des librairies aussi, que ce soit les Fnac, le Hall du Livre à Nancy, etc. Mais personne n'a accepté de le prendre. Il n'y avait pas de marketing, il n'y avait rien, ils voulaient pas le vendre. Non, je rigole. En gros, quand c'était les livres en auto-édition, ils prennent pas. Oui, du coup, ils voulaient de la garantie avec une grosse maison d'édition derrière C'est ça. où ils vont pouvoir être sûrs de vendre, entre guillemets. C'est ça. Et voilà. Mais dans tous les cas, je m'en fichais un peu. L'objectif, c'était pas du tout de vendre ce livre. Mais voilà. Et pour moi, c'était important d'avoir une préface écrite par un auteur. Ça a assuré encore plus la crédibilité du livre, tout simplement. Et j'ai direct pensé à Hugo parce que quand j'étais dans mes années course à pied de passion presque obsessive, j'aimais beaucoup ce que proposait Hugo, que ce soit ses podcasts, que ce soit le contenu qu'il proposait, l'humour qu'il partageait, sa vision un petit peu de la nutrition. Il m'a beaucoup partagé aussi un petit peu sa passion pour la nutrition aussi, du sport, de la course à pied surtout, et sa vision de voir les choses. Il m'a recommandé beaucoup de livres, etc., que j'ai lus, etc., donc ça a encore plus augmenté ma passion. Et pour moi, c'était vraiment naturel de penser à lui, surtout que tout ce qu'il y a dans le livre, c'est aussi ce qu'il pensait. Voilà. Donc je l'ai contacté, il m'a direct répondu, on s'est appelé, et puis il a écrit la préface, je l'ai inclus directement dans le livre, et puis voilà. Voilà, c'était un grand honneur pour moi de l'avoir en préface. Ouais, surtout en plus avec le beau palmarès qu'il a. Hein. Ah, c'est énorme, c'est énorme. On est vraiment sur un athlète de très très haut niveau, au niveau national, en ultra trail, donc des courses de très longue endurance en montagne. Et ouais, c'était magnifique, j'étais très très fier. Ah bah, tu peux. Concrètement, c'est quoi un peu le quotidien d'un nutritionniste et surtout quelle est la différence entre toi et un diététicien? Énorme. Alors cette question, on la pose tout le temps. Bon, on va commencer. En fait, un diététicien, un nutritionniste, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil en termes de métier, on va dire. À la seule différence notable que un diététicien, il a passé. En fait, c'est juste une différence de diplôme, mais c'est les mêmes métiers en fait. C'est en France, il n'y a pas des trucs. C'est comme ça. Un diététicien, en fait, il a passé le BTS diététique. Un nutritionniste, il a passé un bachelor en diététique et nutrition. C'est pareil. Voilà, c'est la seule différence, mais en soi, c'est la même chose. Sauf que pour ouvrir ton cabinet, etc., tu es obligé d'avoir le diplôme du BTS diététique en plus. D'accord. Donc c'est les seules différences qu'il y a. Mais en termes de métier, c'est la même chose. Mais je dirais même que c'est pas le plus important. Ce qui va importer, c'est la connaissance qu'a la personne. Bon, comme chaque professionnel de santé ou chaque professionnel tout court, qui est passionné par son métier, ce qui compte, c'est quel apprentissage tu continues de faire ou pas. Tu peux être le meilleur nutritionniste du monde, etc., pendant 2 ans, mais si après tu n'apprends plus rien, tu te bases uniquement sur tes connaissances acquises, tu ne te bases même pas sur tes expériences des personnes que tu accompagnes, etc., au bout de 5-6 ans, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des cas que tu n'arrives plus à gérer. Il va y avoir des nouvelles études scientifiques qui sont sorties, qui peut-être peuvent vraiment aider des cas particuliers. Je repense encore une fois, par exemple, au Coca Zéro. On a très souvent peur des édulcorants, etc. Ça n'a aucun impact physiologique, encore moins au niveau glycémique, etc. si on en consomme une petite quantité, pour pas dire une bouteille de Coca Zéro. Mais voilà, donc en fait, c'est la seule différence entre un diète et un nutritionniste, c'est les études qu'il a fait. Soit tu as passé un BTS, soit tu as passé un bachelor en diététique et nutrition. Et pour répondre à ta deuxième question, c'est quoi un peu le quotidien d'un nutritionniste? Et ben en fait, ça dépend comment tu travailles. Moi, je vais te donner mon quotidien actuel. Les autres, je les connais pas vraiment. Mais mon quotidien actuel, si tu veux, je me réveille sur les coups de 8h du matin, sauf si j'ai un rendez-vous plus tôt, donc soit à 8h, soit à 7h30. Mais voilà, en général, je me réveille à 8h et je commence les rendez-vous en visio en général à partir de 9h. Comme maintenant je travaille exclusivement en ligne,
Je suis chez moi, donc je suis en visio. Et je commence ces rendez-vous à partir de 9h. Alors soit j'en ai beaucoup dans la matinée, soit juste un ou deux. Dans ce cas-là, j'aurai un peu plus de temps pour me préparer à manger vers le midi ou aller courir, etc. Et ensuite, à partir de 14-15 heures, si j'ai pas eu énormément de rendez-vous le matin, là, je commence la création de contenu. Ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des posts Instagram, des stories, ça peut être des textes que je prépare. Voilà, et ça va me prendre environ au moins 2 heures. Si je tourne des vidéos YouTube, ça va prendre au moins 3 heures. Voilà, donc ça va être ça jusqu'à la fin de journée à peu près, et un jour sur deux. Et le jour où je crée pas de contenu, où je travaille pas sur la recherche ou même simplement sur des études PubMed, etc., de la recherche scientifique tout simplement pour juste apprendre quoi. L'autre jour, ça va être le travail sur les personnes que j'accompagne. Parce qu'il y a le travail en rendez-vous, le rendez-vous dessus, etc., mais aussi le travail en dehors du rendez-vous. Le travail en dehors du rendez-vous, ça va être par exemple retravailler son plan alimentaire personnellement à la personne, retravailler sa supplémentation, réanalyser un petit peu son évolution corporelle, ses pesées, etc., trouver les meilleures solutions. Peut-être que telle supplémentation, au final, vaut plutôt la remplacer par celle-ci parce que ça fait 2 mois et demi qu'elle a eu les effets qu'elle désirait, avec maintenant c'est moins nécessaire, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est vraiment que du jour au jour. Voilà, ma routine, pour faire très simple, c'est rendez-vous le matin, je vais courir à midi, plus je mange, création de contenu l'après-midi, ou alors travail sur le cas spécifique des personnes que j'ai en accompagnement. Et le soir, en général, ça arrive même très souvent, j'ai de nouveau des rendez-vous. Parce que, mine de rien, les personnes travaillent la journée. Et très souvent, j'ai des rendez-vous à partir de 5 heures, 5, 6, 7, 8. Des fois, j'en ai même à 9 heures. Oui, tu t'adaptes vraiment par rapport... Ouais. Regarde l'horloge, en plus, il est 9 heures. Ah non, elle marche pas l'horloge. Parce que... Ouais, du coup, on va rappeler un petit peu où on est. Donc, on est chez Sylvain, avec qui j'ai tourné le tout premier podcast, donc à la salle City Fitness à Metz. Et je le remercie d'ailleurs de nous prêter les locaux pour l'enregistrement du podcast. Et petit message pour lui, change les piles de l'horloge de ton bureau. Voilà, exactement. Non, mais on le remercie vraiment beaucoup. Est-ce que du coup, il y a un remboursement par la sécurité sociale pour les gens qui veulent se tourner vers toi? Ouais, alors j'en ai eu quelques-uns. Alors, plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, du coup, je suis uniquement sur mes accompagnements. Je fais plus de consultation unique. Donc aujourd'hui, j'ai plus de remboursement. Quand j'étais en cabinet, j'en avais. Mais en fait, ça dépend vraiment de la sécurité sociale des personnes. Ça dépend de leur mutuelle, etc. Il y a des personnes qui ont pu se faire rembourser. Je pense qu'ils avaient une mutuelle spéciale. Et il y en a d'autres qui n'ont pas pu se faire rembourser. Voilà. On peut parler prix un peu pour savoir... Ouais, alors ma consultation à l'époque, c'était 120 € au cabinet, avec le plan alimentaire, la consultation et un appel téléphonique au bout d'un mois. D'accord. De 15-20 minutes. Mmh. Et l'accompagnement au cabinet, c'était 400 € pour 4 mois. Ok. Mais pareil, on se voyait une fois tous les mois et demi. Franchement, aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir créé mon accompagnement en cabinet. Et puis même la mentalité des personnes en cabinet, elle est différente qu'en ligne. En cabinet, tu sais, il y a beaucoup l'aspect médical un peu. Mmh. Alors il y en a qui peuvent aimer. Moi, c'est pas ce que je préférais. T'avais cet aspect autoritaire, etc. Alors que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est créer une relation profonde avec la personne que j'ai en face de moi. Alors même si c'est en ligne, qu'on se voit pas en physique, j'organise des rencontres, etc. quand même pour se voir. J'adore. C'est qu'au final, au bout de l'accompagnement, c'est pas un client, c'est pas un patient en fait. C'est une personne proche. Quand on se voit une fois par semaine pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an, il y a une relation qui se crée. Ah, mais bien sûr, ouais. Exactement. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul client, une seule personne que j'accompagne, qui si je les croise ou s'ils m'appellent ou si ils m'envoient un message, que je réponds pas. Et jamais de la vie. Moi, ce que j'adore, c'est justement créer une vraie relation et que la personne soit fière d'elle et surtout que moi, je sois fier des résultats qu'elle a eu. C'est tout. Et en cabinet, il n'y a pas du tout ça. C'est trop professionnel presque. Oui, c'est trop formel. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est en fait l'autonomie qu'on a. Et en fait, moi, ce que j'adore dans l'accompagnement que j'ai créé, c'est que j'ai l'impression d'avoir créé mon métier. Je suis sorti un peu des cases
Je me suis dit, non, en cabinet, ça va pas. Il faut beaucoup plus de suivi. Il faut vraiment qu'il y ait un contact. Il faut que la personne, si elle a un problème, elle puisse me contacter instantanément. Si elle va au restaurant, qu'il y a un imprévu, qu'elle puisse m'envoyer la carte, que je puisse lui dire quoi consommer. Et puis dans la journée type, il y a aussi la réponse au message qui prend du temps. Et tout ça, mais ça change tout. Et quand la personne a atteint son objectif, je suis le plus heureux, honnêtement. Ouais, Et- t'as vraiment fait ça pour optimiser Ouais. l'accompagnement de Ouais. tes clients. Et ça, j'ai commencé à le voir parce qu'au début, j'accompagnais de cette façon-là mes personnes proches, la famille, etc., même des amis. Et eux, ils se permettaient de faire ça, de m'envoyer des messages, de m'appeler. Tiens, Théo, je vais au restaurant ce soir, il y a ça, je mange quoi? Et du coup, je lui disais, écoute, prends ça, l'entrée, le plat, pas de dessert. Et le plat, demande au serveur si tu peux avoir 2 portions de légumes, etc., plutôt que de prendre la portion de frites, par exemple. C'est un cas très très classique, c'est un exemple. Mais il m'appelait comme ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il y avait un réel soutien et ils obtenaient à chaque fois leurs résultats, alors qu'un patient en cabinet, pas toujours. Je commençais à me poser des questions, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, crée mon accompagnement. De toute façon, je suis encore en cabinet. Je vois comment ça fonctionne, si les gens adhèrent ou pas. Et ça a commencé à adhérer un petit peu, etc. Au début, j'avais pas beaucoup de monde en ligne, forcément. Tu te lances. Oui, au début. Et puis voilà. Et puis après, il y a beaucoup de recommandations qui a commencé à se faire. Alors qu'en cabinet, beaucoup moins. C'est normal. Les gens n'ont pas de résultats. Ou pas autant que ce qu'ils souhaitent. J'en ai vu quelques-unes quand même en cabinet, mais pas autant que ce que j'imaginais et ce qu'on me disait à chaque fois. Alors qu'en ligne, en fait, c'est venu beaucoup plus naturellement. Parce que les personnes étaient beaucoup plus impliquées. Et puis, il y a quand même l'aspect de se dire, et ça, on me le dit souvent, alors moi, honnêtement, je m'en fiche, mais il y a l'aspect, ces personnes doivent rendre des comptes. Et ça, en fait, beaucoup de personnes me le disent. Ouais, mais en fait, si je veux perdre du poids, c'est aussi pour te montrer à toi que, je veux pas te décevoir, toi. L'aspect coach, je pense que tu connais un peu. Mhm. Et je me dis, ah ouais, mais moi, je t'accompagne, je sais qu'on va avoir les résultats. Moi, je donne le max, etc. On y va ensemble, pas de pression, je sais que tu vas les avoir. On va trouver les solutions ensemble. Et elle me dit, et encore une récemment, ouais, mais je veux vraiment pas te décevoir. Mais tu ne me déçois absolument pas. Honnêtement. Oui, après, si, comme tu dis, tu peux toujours modifier le plan. C'est Si au lieu que ça prenne 6 mois, ça peut en prendre 8 ou 9, mais C'est ça, elle exactement. y arrivera dans tous les C'est cas. ce que je dis toujours. Et la question de timing, de temps, dans mon accompagnement, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup plus l'accompagnement. J'ai créé une garantie en plus, qui est que tant qu'on n'atteint pas l'objectif, on continue l'accompagnement. Donc ça garantit encore plus ses résultats. Même si on a pris l'accompagnement de 3 mois, par exemple, on démarre pour 3 mois ensemble. Si au bout de 3 mois, il te reste 1, 2, 3 kilos à perdre, on continue. C'est pas grave. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à la fin, tu sois fier de toi. Le plus important. Et voilà, et c'est que de la passion. Et derrière, je sais même plus pourquoi je dis ça. Ah oui, la question de timing. Beaucoup de personnes ont peur du timing. Et je vais dire, si je me permets de déborder un petit peu, mais c'est tellement important. Je vais simplement dire que, par exemple, quand tu fais un écart, beaucoup de personnes ont très peur des écarts alimentaires, etc., en perte de poids, en perte de graisse. Ce que je dis toujours, c'est que la seule chose qui se passe lorsqu'on fait un écart alimentaire, qu'on fait une sortie sociale imprévue, qu'on va au restaurant, ou qu'on mange une pizza, peu importe, c'est qu'on retarde de quelques jours seulement l'atteinte du poids cible. Et pour comprendre ça, il faut comprendre un peu comment fonctionne une perte de graisse. Il faut avoir un certain nombre de déficits caloriques, etc. Pour perdre 1 kg de graisse, on doit avoir un déficit calorique de 7700 calories. Mais peu importe le temps qu'on met pour les atteindre. Si on a un déficit de 7700 calories sur un mois, on va perdre 1 kg de graisse en un mois. Si c'est 7700 de déficit, on les a sur 7 jours, on va perdre 1 kg de graisse en 7 jours. Mais forcément, ça demande beaucoup plus de contraintes au niveau alimentaire. Bien sûr. Donc le but, c'est de trouver la vitesse la plus adaptée à la personne, etc. Donc imaginons que cette personne souhaite perdre 1 kg de graisse par semaine. Elle met en place son déficit calorique quotidien, donc à 1100 calories par jour, x 7, ça fait 7700 de déficit. Je parle vraiment bien de déficit et pas d'apport calorique. Qu'on confonde pas, ça veut pas dire qu'un déficit de 1100, tu manges 1100 calories par jour. C'est-à-dire si t'as une dépense énergétique à, je sais n'importe quoi, 3000 calories par jour, tu vas manger environ 1900 calories par jour. Voilà. Donc 1100 calories de déficit par jour pendant 7 jours, soit une semaine, pour perdre 1 kg de graisse. Malheureusement, le vendredi soir et le dimanche midi, t'as fait 2 écarts. Et les 2 écarts t'ont permis d'annuler le déficit complètement. T'es revenu à maintenance calorique. Au final, au bout des 7 jours,
Tu as donc 5500 calories de déficit et non 7007. Mais si du coup le lundi et le mardi suivant, tu reprends ton plan alimentaire avec le déficit de 1100 calories par jour, que tu élimines un petit peu la rétention d'eau, le stockage de glycogène qui est revenu avec l'écart, les 2 écarts que j'ai donnés dans l'exemple, et ben les 7700 calories de déficit, tu les auras non pas le dimanche soir, mais le mardi soir ou le mercredi matin, avec les 2 écarts. Et au final, au lieu d'avoir perdu 1 kilo en 7 jours, tu les auras perdus en 9 ou 10 jours. Donc, à chaque fois, je pose la question à la personne, est-ce que c'est vraiment dérangeant pour toi? Est-ce que tu préfères avoir le poids cible le mercredi plutôt que le dimanche, mais te permettre d'aller peut-être à la sortie, le restaurant entre amis qui est très important pour toi, etc. Ou alors, tu préfères vraiment dimanche, voilà, ou lundi matin avoir ton poids cible, parce que c'est plus important pour toi. Ah non, bon, je l'ai mardi ou mercredi, c'est pas grave. Et je préfère vraiment aller au resto, c'est l'anniversaire de mon frère, c'est important, etc. Et ben on y va. Et tant mieux. Et il faut profiter à fond. Oui, des fois, tu te dis, C'est ça. t'as attendu 10 ans, entre guillemets, pour avoir le poids de tes rêves. C'est ça. T'es plus à quelques jours près. Voilà. Mais après, il faut quand même rester carré. Bien sûr. Pas avoir des écarts toutes les semaines Bien non plus, sûr. mais Mais ça, c'est valable uniquement sur suivi. Quand on est tout seul, on y arrive souvent, pas souvent. Et quand on part sur un déficit agressif, parce que là, je parle de 1100 calories par jour de déficit, c'est quand même beaucoup, hein. Faut être suivi pour faire ça. Si t'as un déficit calorique classique de 300, 500, tu peux pas te permettre de faire des écarts, sinon t'annules tout. Et c'est ça le problème des déficits classiques qu'on parle tout le temps. Donc ta perte de graisse agressive rapide, c'est pour moi une des meilleures solutions, même quand on veut perdre normalement. Parce que du coup, grâce aux écarts, on perd un peu plus lentement certes, mais on perd quand même. Enfin, avec les écarts. Donc pour moi, c'est important vraiment de mettre en place un beau déficit bien construit, favoriser la perte de graisse, maintenir les capacités immunitaires, la masse musculaire, c'est hyper important. Et puis après, quand on revient, Voilà. comme on disait tout à l'heure, finalement, c'est juste des petites habitudes à changer. C'est ça. Des fois, il suffit de rien, hein. Tu manges de la crème 15%, tu vas passer sur de la 10 ou de la 4. Tu prends du fromage blanc 7%, tu passes à du 0, etc. C'est ça. Et c'est tout des petits trucs. Même une amie, je lui disais simplement, elle aime bien boire des whisky coca. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on Évidemment. le rappelle quand même. Mais je dis pas juste à des whisky coca 0, en fait. J'ai rien que déjà ça, sur 3 verres, tu gagnes 400, 500 calories. C'est énorme. C'est énorme, c'est Tu monstrueux. peux quand même continuer à kiffer sans être frustré finalement. Et puis tu continues à perdre tout simplement. Hein. C'est ça. Complètement. T'as entièrement raison. Quelle est un peu l'idée reçue que tu entends encore un peu trop souvent sur la nutrition? Alors, sur l'alimentation en général, sur la perte de graisse ou le sport, ou vraiment ce que moi j'entends le plus? Tout. Ok. Ce que j'entends le plus, pour moi, c'est impossible de perdre du poids. Ça, je l'entends. Ouais, si, c'est ce que j'entends le plus. Pour moi, c'est pas possible de perdre du poids. J'ai plus 20 ans, voilà. J'ai plus 20 ans, je peux plus perdre du poids. Un truc classique, Voilà. J'ai plus 20 ans. Ou alors, mais j'ai plus 20 ans, c'est plus difficile de perdre du poids. Oui, il y a des facteurs physiologiques qui sont mis en place à 40, 50 ans chez l'homme, à plus de 50 ans chez la femme avec la ménopause. Il y a l'andropause chez l'homme, que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est un peu le même phénomène que la ménopause, mais pour l'homme, et qui arrive plus tôt. En fait, l'andropause, c'est juste une diminution de la testo à partir de 40 ans chez l'homme, de la testostérone. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 35 ans chez l'homme, la testostérone, donc la production de testostérone, diminue d'environ 0,5% par an. Sur le papier, on peut se dire, ah, c'est bon, c'est normal, c'est pas grave. Ouais, mais non. Si tu diminues ta testo de 0,5% par an, c'est un effet cumulé. 0,5 la première année, mais ensuite 0,5 l'année suivante, mais sur déjà diminué, etc., etc. Et t'arrives à 40, 45, 50, 55, 60, avec un taux de testostérone pas en forme, quoi. Et avec une bonne supplémentation, avec une bonne alimentation, on peut vraiment se permettre, avec une bonne activité sportive aussi, c'est important, de maintenir un niveau de testostérone le plus élevé possible chez l'homme jusqu'à 60, 70 ans. Et c'est énorme. Et le changement de vie qu'une personne peut avoir entre un niveau de testostérone élevé ou un niveau de testostérone bas à 50 ans, par exemple, la différence est colossale. Mais colossale. Ça va forcément améliorer, beaucoup plus faciliter, on va dire, le maintien d'une sangle abdominale esthétique pour juste l'aspect esthétique. Ça va faciliter l'élimination un petit peu des excès alimentaires. Ça va nous conserver motivés, on va avoir beaucoup plus de motivation.
On va avoir beaucoup plus d'aspect masculin, de traits masculins, d'aspect virilité, etc. Sans être dans des comportements mauvais, mais voilà, les termes masculins. On va toujours beaucoup plus progresser en sport. Si par exemple, on commence des sports d'endurance à 40-50 ans, on va beaucoup mieux récupérer. On va avoir moins besoin de temps de sommeil. On va mieux récupérer des écarts d'alcool festif. Le cliché du si je bois de l'alcool à 40 ans, j'ai 3 jours pour m'en remettre. Et ouais, mais non. Quand t'es full testo, tu mets 3 heures. tu mets 1 jour, quoi. Donc c'est énormément d'effets positifs comme ça. Mais là, je t'en ai listé 5, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Et surtout, le principal, la perte de graisse qui est beaucoup plus facile, ou alors le maintien de ton poids de forme facilement. Et juste ne serait-ce que par le mouvement. Quand tu as une meilleure testo, tu es beaucoup plus motivé au quotidien et tu fais du sport plus facilement. Donc forcément, tu te dépenses plus. Donc le déficit calorique ou le maintien calorique pour maintenir ton poids, il est beaucoup plus réalisable. Beaucoup plus facile. Ouais. C'est ça. Donc en fait, la question, le mythe que j'entends le plus souvent, c'est ça en fait. Tu viens de me le faire reconnaître. Jamais remarqué. C'est j'ai plus 20 ans, j'arrive plus à perdre du poids ou c'est plus difficile pour moi. Non. C'est juste que tu mets pas les bonnes méthodes en place. Oui, les méthodes sont différentes de celles que tu pouvais mettre en place à 20 ans. Mais avec les bonnes méthodes, tu perdras forcément du poids. Une bonne supplémentation, une bonne régulation hormonale. À 40-50 ans, c'est quasiment que de la régulation hormonale pour reperdre du poids. Et ensuite, on met en place le bon déficit calorique et il va être tenu facilement. Donc c'est ça. Juste mettre en place le bon protocole, une bonne supplémentation, retrouver un bon mouvement et ça va faire que tu vas reperdre du gras naturellement, sans effort. Et pour te donner un exemple, j'ai eu une femme l'année dernière qui a eu un cancer en 2017, qui avait 50 ans, c'était une femme, transition, ménopause, etc. Et en 3 mois, on a perdu 11 kilos. Alors que ça faisait des années, depuis 2017, qu'elle n'avait pas perdu de poids. Et pourtant, avec la bonne méthode en place, etc., elle a perdu 11 kilos en 3 mois. C'était merveilleux. Et moi, j'étais trop content pour elle. Elle était très fière, etc. Et voilà. Donc, en fait, tout est possible, honnêtement. Faut juste avoir la bonne méthode. C'est ça. Un homme, pour reprendre l'exemple d'un homme, j'en ai un en ce moment que j'accompagne, il est à moins 12 kilos en 17 semaines. Donc, c'est excellent. Il a plus de 50 ans aussi. Énorme phénomène d'andropause au niveau testostérone très faible, etc. Très peu de sommeil, des problématiques de sommeil, d'endormissement. Il consommait beaucoup d'alcool avant, le cliché du ventre à bière, le bide à bière. Et pourtant, on est quand même à moins 12 kilos en 17 semaines. Parce que juste, on met les bonnes méthodes en place. Et si, c'est ce que je dis toujours à ces personnes, si tu as été capable de tenir une perte de graisse sur 12 semaines, 17 semaines, c'est quand même énorme. Si tu tiens 17 semaines, c'est quand même que la méthode te convient. Sinon, tu aurais tenu 2 semaines max. Et donc, normalement, ça devrait te rassurer sur le fait de tenir ton poids de façon naturelle. Et encore une fois, quand on est en perte de graisse, on n'est pas en maintien. C'est-à-dire qu'on doit créer un déficit calorique pour perdre du poids. Et pour aller chercher un maintien de poids, on doit être un maintenance calorique. Donc, on va remanger plus. Donc, tu vas pas avoir le même plan alimentaire en perte de graisse qu'en maintien. Tu vas remanger plus, tu vas avoir une plus grande variété alimentaire, tu vas pouvoir t'autoriser un peu plus de sorties, etc. Oui, c'est vrai. Donc, là, pourquoi je dis ça? Et le plus dur, c'est vers la descente de ton poids de forme. Ça. Une fois que tu y es, c'est ça. C'est un quotidien plus facile. C'est la perte de graisse que tu mets en place, etc., qui va te demander un peu plus de motivation, d'énergie, etc., de discipline alimentaire. Et une fois que tu seras en maintien, on va augmenter tes calories, on va augmenter tes apports énergétiques. Tu seras beaucoup plus en forme aussi parce que tu vas avoir plus de glucides, plus de carburant, on va dire, de glycogène, etc. Et ça va être beaucoup plus facile. Donc en fait, le maintien va être encore plus facile que ce que tu fais là en perte de graisse. Donc si tu es capable là pendant 17 semaines de perdre de la graisse, tu vas être capable pendant 20 semaines de maintenir un poids. Et le reste de ta vie. Et le reste de ta vie. Compris, ouais. Et au pire du pire, si tu as repris 2, 3, 4, 5 kilos, et pendant 2, 3, 4 semaines, tu repars sur une perte de graisse et il n'y a pas de mal. Pas du tout. Si pour tenir un poids de forme annuel, par exemple, tu as besoin par an de 5 semaines de perte de graisse et 47 semaines de maintien, pour atteindre 52 semaines, soit une année,
bah oui, il y a pas de mal. Oui, la vie, c'est un éternel C'est ça. ajustement, en fait, tout C'est ça. simplement. Et peut-être que tu vas avoir plus de sorties pour le travail parce que tu as des restaurants importants avec des clients, peu importe. Ou alors peut-être que c'était le voyage de noces, etc. avec ta femme. T'es parti 1 mois et demi, je sais pas où, aux États-Unis, peu importe, et t'as beaucoup plus mangé, et que t'es rentré et t'as pris 6 kilos. Est-ce que c'est grave? Non. Tu repars sur quelques semaines de perte de graisse et t'es perdu. Mais t'as profité d'un mois et demi à fond. Et t'as pas stressé, tu t'as pas culpabilisé, etc. En fait, la plupart des personnes, ce qui leur pose problème, elles se mettent beaucoup trop de pression sur l'alimentaire. Donc, beaucoup trop de pression sur qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment je dois m'alimenter? Est-ce que je dois faire du sport? Quel sport? Combien de temps? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est le bon sport? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je prends tel complément alimentaire? C'est bien. Je l'ai acheté en pharmacie, mais j'ai pas acheté sur Internet. Est-ce que c'est mieux sur Internet? C'est un mélange d'incompréhension énorme qui fait qu'elles n'arrivent pas à atteindre leur objectif et elles se mettent une pression folle. Et ce que je dis toujours, c'est que, bon, déjà, premièrement, c'est normal. Moi, j'étais pareil au début. Quand on se lance dans un objectif qu'on ne connaît pas forcément, c'est normal d'avoir une incompréhension, d'être même un peu stressé. Ce que je dis toujours, c'est on y va petit à petit. Si par exemple, tu te fais pas accompagner et que tu es tout seul et que tu as envie de faire les choses bien, modifie les choses petit à petit. Commence peut-être par modifier ton petit déjeuner, premièrement. Ensuite, commence peut-être par supprimer le coca le remplacer par un coca zéro. Essaye de remplacer peut-être ce que tu manges entre les repas par juste une pomme et une petite poignée d'amandes. Peut-être que tu peux remplacer, j'ai n'importe quoi, mais le fromage que tu manges en dessert par une petite portion de fromage de chèvre ou brebis. Peut-être que tu peux commencer. Et en fait, on commence comme ça. On commence pas par de la suppression, des restrictions, on commence par du remplacement. Et on y va petit à petit. Et si tu remarques qu'il y a un aliment en particulier qui est très important pour toi, ça peut être le carré de chocolat noir, ça peut être une tartine Nutella que ça fait 10 ans que t'en consommes, et du jour au lendemain, on va pas le supprimer. Ça peut être 1 ou 2 verres de vin rouge ou de champagne par semaine parce que ça fait 10 ans que t'en bois. Et supprimer, c'est trop dur pour toi. Il faut le prendre en compte. Conserve ça, joue sur d'autres aspects. Tu as forcément énormément d'aspects que tu peux supprimer. Tous les produits ultra transformés, industriels, les produits trop riches en glucides, trop riches en sucre, tous les jus de fruits, toutes les boissons sucrées, toutes les boissons alcoolisées, l'excès de produits gras, acides gras trans notamment, l'excès d'huile, essaie de diminuer un peu ton huile, c'est un objectif de perte de graisse. Tu mets, au lieu de mettre 2-3 cuillères, t'en mets une, etc., etc. T'augmentes ton mouvement. Si t'as l'habitude de marcher 2-3 000 pas par jour, monte à 5 000, monte à 10 000, monte à 15 000. Si tu fais 2 séances de course à pied par semaine, essaie de passer à 3. Si tu fais 2 séances de muscu, mais que t'aimes pas, change de sport. Un truc qui te permet d'être motivé tout le temps, de prendre du plaisir et d'être sportif plus régulièrement ou sportif. Si t'aimes bien le tennis et que t'aimes pas la muscu, mais que tu fais de la muscu parce qu'on t'a dit il faut faire de la muscu pour perdre du poids, et va faire du tennis. Ce qui compte, c'est ta dépense énergétique et juste ton plaisir, en fait, déjà, premièrement. C'est le plus important. Donc voilà, en fait, y aller progressivement, mettre en place des choses simples, mais qui sont très efficaces, dormir un peu plus. Le sommeil sur la perte de graisse, c'est très très important, mais de façon indirecte, par exemple. Si on a un manque de sommeil, par exemple, on va avoir une faiblesse émotionnelle qui peut nous amener, par exemple, à des craquages alimentaires et donc à augmenter notre apport calorique. On va avoir une dérégulation au niveau de la leptine et de la ghreline, hormone de faim et de satiété. On va avoir forcément des dérégulations au niveau de notre satiété en fin de repas, notre sensation de faim dans l'après-midi, par exemple, ou 1 heure après le repas. On va avoir envie de manger un peu tout le temps, etc. Et ce qui, au final, va augmenter notre apport calorique. Donc, soit bloquer la perte de graisse, soit nous faire même prendre du poids, etc. Et donc, en ayant un bon sommeil, je donne juste l'exemple du sommeil, peut-être que tu vas supprimer 400 calories de grignotage. Ce qui est énorme, Et sur une journée complète. Ce qui est énorme. Mais encore que 400 calories de grignotage, honnêtement, pour les personnes qui grignotent beaucoup, c'est pas énorme. Ça peut représenter 80 grammes d'amandes. Justement, quand tu parlais d'amandes, ça m'a fait repenser à un collègue de taf à moi. Et en fait, la nuit, il venait avec son paquet d'amandes, mais un bon paquet, tu vois.
Et puis il les mangeait une par une, tranquille. Et puis il me dit, t'as vu, je fais attention, je mange des amandes. Mais ça dépend de son objectif. Bah, c'était un objectif de perte de poids. Aïe, 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 Et du erreur coup, classique. j'ai dit, mais alors les amandes, c'est sain, certes, mais pas un paquet par nuit, quoi. C'est ça. Ça reste quand même des lipides, donc très caloriques. Exactement. Ouais, bon, un peu Exactement. compliqué de le remettre. Faut qu'ils comprennent. Mais après, oui, c'est sûr que c'est pour ça que moi je conseille toujours 15 grammes d'amandes. Alors après moi, pourquoi est-ce que je conseille les amandes? J'ai une technique. La consommation des amandes est particulière en perte de graisse. Ce que je vais te conseiller, ça va être d'avoir 2 grands verres d'eau avec une petite poignée d'amandes ou 15 grammes d'amandes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, enfin, ma technique en tout cas, tu consommes une amande une par une. Une amande, tu la mastiques, terminé. Et ensuite, tu bois 2 grandes gorgées d'eau. Très important. Et tu continues. Une amande, 2 grandes gorgées d'eau. Une amande, 2 grandes gorgées d'eau. Déjà, ça va te prendre un peu de temps avant de finir ta petite poignée d'amande. En plus, tu auras bu 2 grands verres d'eau. Et ce qui va se passer au niveau physiologique, c'est que les fibres solubles des amandes, mélangées à l'eau, vont gonfler dans l'estomac, atteindre les parois de l'estomac. Et en général, tu as un effet satiétogène avec juste une petite poignée d'amande sur 2 heures. Avec 10-15 grammes d'amandes. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que je peux conseiller des amandes dans une perte de poids chez certains cas. Mais si c'est pas contrôlé, si c'est pas fait de cette façon-là pour justement avoir un effet satiétogène, et qu'on vient consommer les amandes en apéro, pire des trucs. Ouais, tu les manges comme des C'est petits ça. bonbons, quoi. Exactement. Puis tu en manges pas une par une, tu vas en manger 3-4 Exactement. par 3-4. Par exemple, si tu as envie de manger un aliment comme ça que tu, entre guillemets, tu pioches un petit peu, un aliment, comme un bonbon, ce que je vais te conseiller, ce qui est top, c'est les tomates cerises. Alors, ça peut faire drôle, ça veut se dire, ah bon, tomates cerises. Mais en fait, les tomates cerises, j'adore conseiller ça parce que déjà, ça coûte pas cher. Ça dépend celle qu'on prend, mais il y a la fameuse boîte à 99 centimes que tout le monde connaît. On donnera pas la marque, mais Voilà. on la voit tous. Et ensuite, tu peux prendre une tomate cerise. Ça te prend un petit peu de temps à manger. Et la boîte, en général, je crois qu'elle fait 200 grammes. Tu vas avoir 40 calories. Alors que si tu prends la même portion en amande, t'es à 900 calories. Voilà. Donc juste, si t'as l'habitude de manger 100 grammes d'amandes et que tu veux perdre du poids, remplace les amandes par les tomates cerises. T'auras un déficit par jour. Ouais, mais c'est fou, même C'est moi, ça. quoi. Du fait d'avoir remplacé quand même pas mal de choses, sur une journée, je peux manger facilement 2 kilos de nourriture. Ah bah oui, Ce qui est énorme. évidemment. C'est ça. Et perdre du poids encore, tu vois, Mais par bien exemple. sûr. Et il y en Mais a, ils bien vont sûr. manger 800 grammes, 900 grammes maximum. Et Exactement. putain, je comprends pas, je grossis. Ouais, mais comme tu dis, tu manges ton paquet d'amandes, bah, t'as 900 calories. Alors t'as 200 grammes, hein. Et de l'autre côté, moi, je mange 200 grammes de tomates. C'est ça. Le poids est le même. Mais par contre, Et par contre, niveau calories, non. c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, c'est ce qu'on appelle le volume alimentaire. Et le volume alimentaire, pour moi, c'est l'une des clés qui va te permettre de tenir une perte de graisse. Le volume alimentaire, pour ceux qui savent pas ce que c'est simplement le volume global que tu as dans l'assiette. Alors toi, tu dis le poids, mais c'est ça. C'est le volume global que tu as dans l'assiette pour une très faible densité énergétique, donc pour très peu de calories. Et l'exemple que je donne très souvent, si tu veux le repas le moins calorique possible, mais pour avoir un rassasiement total, tu peux prendre 200 grammes de filet de poulet, environ 220 calories avec, ça dépend de ton filet de poulet, on va dire 35 grammes de prot. À côté de ça, tu prends 200 grammes de carottes râpées, c'est énorme. Et gras. 200 grammes de carottes râpées avec vinaigre balsamique, un petit peu de sel. T'as pas d'huile. 200 grammes de carottes râpées, 80 calories. Plus les 220 du filet de poulet, on est à 300 pour l'instant. Ensuite, tu peux ajouter, si vraiment tu as besoin de féculents, tu peux ajouter un peu de pommes de terre. C'est un apport calorique assez faible pour peu de glucides, mais le volume alimentaire est vraiment intéressant. Et si tu le fais, tu cuisines bien, etc., ça peut être très bon. Mais si vraiment tu veux économiser encore plus, passe sur du konjac. Le konjac, c'est une plante, tout simplement, mais qui a 0 calories. Et l'énorme particularité du konjac, c'est que c'est en forme de pâte. Donc c'est comme si tu mangeais des pâtes. Donc soit des spaghettis, ou ça peut être des penne, des penne de konjac, peu importe. Et tu as vraiment l'impression de manger des pâtes, mais tu as 0 calories dedans. Et tu peux rajouter, si tu veux, un petit coulis de sauce tomate dessus. 50, 60 grammes, ça va t'apporter 10, 15 cales. C'est vraiment négligeable. Et si vraiment tu veux avoir ce petit goût de pâte, t'ajoutes environ,
10-15 grammes de parmesan. Le petit plaisir qu'il faut jamais oublier. 10-15 grammes de parmesan, pas négligeable, mais on pourrait presque le négliger. Ça va t'apporter quoi, peut-être 50 cales, 40-50 cales. Un peu de protéines aussi. Un peu de protéines, ouais, c'est toujours ça de prix. Voilà. Total du repas, 350 calories. Volume alimentaire, tu manges même pas la moitié. Tellement c'est énorme. Sauf si vraiment t'as faim. Donc en fait, c'est sur ce genre d'astuces qu'on va vraiment jouer pour maximiser les effets en perte de graisse, maximiser les apports en protéines, maximiser le volume alimentaire, la satiété, le rassasiement, tout en créant et en maintenant le déficit calorique. Et quand ça c'est bien construit, on inclut des aliments plaisir de temps en temps. Je viens de te parler du parmesan. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être peut-être le week-end 1 ou 2 verres de vin, peu importe. Ton déficit il va être maintenu quoi qu'il arrive et tu vas perdre du poids. Naturellement avec les aliments que t'aimes, sans jamais avoir faim, etc. Et pour l'instant, j'ai jamais eu une personne qui m'a dit ouais Théo, j'ai faim la journée quoi. Et c'est vrai, parce qu'en fait on vient privilégier des crudités plutôt que des crudités. On va prendre des protéines maigres qui sont rassasiantes, riches en protéines, effet satiétogène important. On prend des aliments, une pomme en dessert par exemple, plein d'astuces comme ça. Ouais, puis en plus tu le vois quand tu vas prendre par exemple maintenant les fameux plats tout préparés là, un peu style tupperware, je dis toujours que tu dois percer avec ton couteau ou ta fourchette avant de mettre au micro-ondes. Ouais. T'es à 220, 250 grammes maximum le repas. C'est rien du tout au fait. Rien. Et moi j'ai envie de dire, moi il faudrait que j'en mange 2 par exemple, tu vois. Même 3. Hein. Parce que c'est rien et du coup ça favorise, je pense, les craquages de fou. Et bien sûr. Alors que je sais pas, une de mes tupperwares ça fait 800 grammes. Moi, je pars au taf, toujours, j'ai 3 tupperwares dans mon sac. Mais bien sûr. Mais t'as pris pour la semaine? J'ai dit non, j'ai juste pris pour le matin et je bosse de 6h à 14h. Ouais, c'est ça. Mais dedans, j'ai mon petit déj, j'ai ma collation, j'ai mon repas du midi. Et j'ai presque 1,5 kg de bouffe déjà rien que pour le matin. C'est ça. Mais c'est ce que j'ai besoin. Parce que bon, j'ai faim souvent aussi, donc voilà. Mais il y a aucun problème. Volume alimentaire. Et exactement. Et quand on comprend ça, on a compris comment fonctionne une perte de graisse. Hein. Honnêtement, c'est la clé ultime. Voilà, c'est la clé ultime. Après, faut juste trouver les aliments qui te conviennent à toi. Ce qui te correspond à toi, voilà, bien sûr. Ce qui me correspond à moi ne sera pas OK pour le voisin ou le collègue, etc. En plus, là, on est vraiment à la meilleure des périodes pour maximiser le volume alimentaire avec toutes les crudités qu'on peut consommer, les tomates, le concombre, les poivrons, les carottes, etc. Là, on est vraiment dans la meilleure période. Ouais, crudités à fond l'été et puis les bonnes soupes l'hiver. Hein. Ouais, quoique les soupes, t'as aucun effet satiétogène. Quoique si tu manges une grosse soupe, ouais. Mais en fait, ça va dire quand tu manges un demi-litre de soupe. Oui, mais en fait, ça va te caler sur la demi-heure ou l'heure. Ouais, généralement les soupes, c'est le soir que tu les manges, on va dire. Donc. Mais après, la soupe, faut faire attention parce que le cliché de manger une soupe et de perdre du poids, ouais, mais ils sont les apports en protéines. Ah, je mange pas que ça. Hein, ah oui, ouais. Ça, c'est ma soupe pour le côté légumes. C'est ça. Après, il y a encore les 500 autres grammes de bouffe qui arrivent derrière. Ok. Ok. Et tu vois, juste pour rebondir sur les prods, parce que j'en parle beaucoup, mais j'ai pas expliqué pourquoi, en fait, c'est hyper important en perte de graisse. La priorité quand tu mets en place ton plan alimentaire en perte de graisse, c'est placer les protéines. C'est la priorité des priorités, c'est le seul macronutriment qui est obligatoire. Glucides et lipides, on peut les diminuer, il n'y a aucun souci. Protéines, tu ne dois absolument pas les diminuer, tu dois vraiment, et chez certaines personnes même, les augmenter. Les protéines, premier effet, maintenir ta masse musculaire. Je pense que les gens s'en doutent un petit peu, mais c'est ceux qui savent pas voir. Tu maintiens ta masse musculaire grâce à un apport en protéines et une sollicitation musculaire adaptée à côté. Si tu t'entraînes plus du tout et que tu consommes des protes, tu vas maintenir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas commencer à perdre du muscle. Faut toujours solliciter la masse musculaire. Pas forcément avec des perfs de ouf, mais qu'elle soit sollicitée. Et le deuxième intérêt des protéines, le rôle clé, c'est le maintien de tes capacités immunitaires. En fait, ton muscle, c'est la plus grande réserve d'acides aminés dans ton organisme. Et toutes tes globules blancs, tes cellules immunitaires, etc., elles sont hyper friands de ces acides aminés. Donc, qui dit en fait masse musculaire plus élevée, importante, maintien d'une bonne masse musculaire, dit automatiquement maintien d'une bonne capacité immunitaire, de moins de symptômes, d'une meilleure forme, etc. Et si tu maintiens toute ta masse musculaire, tu maintiens donc toutes tes capacités immunitaires, et que derrière tu perds de la graisse viscérale, tu perds ensuite la graisse sous-cutanée, tu perds la graisse que tu souhaites, en fait tu vas avoir une forme que tu n'auras jamais eu de ta vie. Tu vas avoir un physique que tu vas apprécier, etc. Mais la forme, elle va être phénoménale. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu vas ressentir. Tu vas pas le voir, mais tu vas le ressentir. Et grâce à un maintien des apports en protéines quotidien. Matin, midi, soir, ou midi, soir, peu importe, ça dépend de ton objectif, mais
Les protéines, c'est la première des choses à mettre en place dans ton alimentation. C'est obligatoire. Végétal, animal, peu importe. Tant que tu les as, voilà. Mais il faut quand même avoir des protéines animales si tu veux atteindre 100 grammes de prot par jour. Si t'as pas de prot animal, ça va être compliqué. Ouais, ça c'est complexe avec le végétal. Ouais. Selon toi, aujourd'hui, est-ce qu'on mange trop mal ou juste n'importe comment? Ah, c'est intéressant comme question. Les deux, en fait. N'importe comment, c'est une évidence. Trop mal, ça dépend des foyers, ça dépend des personnes. Il y en a qui pensent bien manger, mais c'est pas la réalité. On reprend l'exemple de ton ami qui mange des amandes. C'est très sain, c'est super. Mais dans son objectif, c'est pas adapté. Et c'est en fait le cas de beaucoup de personnes. Donc en fait, je pense que on mange trop mal. Oui et non. Il y a beaucoup plus de oui, évidemment. Mais certaines personnes, pas forcément. On peut bien manger. Mais c'est quoi la deuxième option, tu m'as dit? N'importe comment. Ouais, n'importe comment. N'importe comment, ouais, très souvent. Et je pense que c'est plus on mange n'importe comment que trop mal. Oui, on sait pas quand placer tel repas. Ouais, ou c'est tel ça. aliment. Après, l'horaire des repas, ça n'a pas vraiment d'importance, l'horaire des aliments. Si ce n'est une charge glycémique trop importante à un moment isolé. C'est voilà, ça qu'il faut prendre en compte par contre. Mais si tu manges des protéines le matin, le midi ou le soir, il n'y a aucune différence, pareil. Ce qui compte, c'est des aliments que tu vas consommer, il faut que tu les aies consommés dans la journée pour aller chercher ton objectif. Ouais, c'est un apport calorique journalier. C'est ça. Apport calorique journalier, apport macronutritionnel journalier, apport micronutritionnel journalier, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, etc. En fait, le timing, quand on parle de timing, le seul intérêt du timing, c'est pour la supplémentation et les micronutriments. Par exemple, le zinc. Si on prend du zinc bisglycinate, il va vraiment falloir le prendre, par exemple, 15 minutes avant le petit déjeuner à jeun pour qu'il soit assimilé beaucoup mieux. Et ça, si on le prend pendant un repas, au pire après, l'assimilation, elle va pas être autant efficace que si tu l'aurais pris à jeun. Donc ça, c'est plein de petits trucs à connaître, mais c'est très particulier, c'est très précis. Et en général, quand on supplémente de façon précise comme ça, soit on est suivi, soit on a les connaissances, soit on essaie de bien faire et on va l'apprendre par nous-mêmes. Alors que manger tartine, pain, confiture le matin, on pense bien faire, mais en fait non. Tu vois, parce que la charge glycémique est trop importante sur le moment, de façon isolée, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de lipides, l'élévation de la glycémie va être trop importante, sécrétion d'insuline derrière par le pancréas, hypoglycémie réactionnelle, faim à 10, 11 heures, on remange du sucre, ou alors à un autre aliment, mais on augmente encore plus l'apport calorique. On remange à midi, coup de barre à 14 heures, à 15, 16 heures, on a faim, on rentre chez nous à 18 heures parce qu'on a eu une grosse journée de travail, on est stressé, on se jette sur des cacahuètes, un petit verre de vin. Ensuite, il y a le repas. En dessert, je prends 3 morceaux de fromage plutôt qu'un. Et c'est ça Après, on va squatter le canapé. Exactement. Et on va oublier. Ah, mais j'ai pas le temps pour aller marcher. Franchement, j'ai pas le temps. Alors qu'à 19h, t'es déjà devant la télé. Voilà. C'est pas du tout une généralité, mais voilà, c'est des exemples. C'est beaucoup quand même. Ouais, c'est quand même une généralité. Ça reste quand même beaucoup, mais ouais, donc en fait, je pense que tes deux réponses sont valables, en fait. Mais ouais, je pense que les gens s'alimentent de la mauvaise façon, ils ne savent pas s'alimenter, en fait. Il y a une méconnaissance totale de la nutrition. Oui, on a. Et en fait, ce qui est un peu triste, mais c'est mon cas aussi, hein, donc je m'inclus dedans, c'est qu'on attend un déclic pour changer. Moi, mon déclic, ça a été que je pouvais plus courir parce que j'étais malade. Il y en a pour qui ça va être, là, je peux plus me voir devant le miroir, c'est pas possible. Il y en a pour qui ça va être, ah ouais, j'ai un syndrome du foie gras. Stéatose hépatique. Il y en a pour qui ça va être le cliché de l'adolescent qui se fait quitter par sa copine, il va à la salle. Ouais, ça c'est vrai, c'est beaucoup. Ça. Hein. Moi, ça a vraiment été le Covid, tu sais, je faisais de la muscu, je mangeais beaucoup, je pensais être musclé, j'étais gras. et au fait, avec le Covid qui est arrivé, tu sais, on commençait à faire des petits apéros, parce qu'on était à la maison tous les deux avec ma femme, puis je monte sur la balance, je vois déjà 108 kilos, on est quand même à 3 chiffres là. Bon, je le savais déjà, mais et là tu te dis là je vais pas dans le bon chemin là. Si je commence à faire les apéros tous les soirs, c'est foutu quoi. Et puis finalement, on a commencé à faire attention, compter les calories, tout ça, et 15 kilos en moins en quelques mois. Et c'était cool. Après, t'en as d'autres. Par exemple, j'ai un collègue, lui, un peu le symptôme de comment t'appelles ça quand t'as les artères qui se bouchent là, l'infarctus. Ok. Donc petit début d'infarctus.
C'est sûr, hein, ils mangeaient beaucoup de graisse, d'alcool, tout ça, donc ça a commencé à se boucher un peu, hypertension. Alors ils ont commencé à lui filer des cachets pour l'hypertension, mais au final c'est juste qu'il était en très fort surpoids. Hein. Ouais. Donc je trouve ça dommage de pas l'avoir déjà orienté par exemple vers un nutritionniste, mais bon, en soi il fallait le soigner dans l'instant T, c'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après lui, tu vois, il a eu ce déclic justement de se dire, attends, je vais pas manger des cachets toute ma vie. J'ai de l'hypertension, pourquoi? J'ai fait un infarctus, pourquoi? Ouais, c'est sûr, je fais 130, je crois qu'il faisait même 150 kilos à l'époque. Ouais. Finalement, tout seul, hop, il a changé drastiquement son alimentation. C'est magnifique. Aujourd'hui, il doit faire, je crois, 90 kilos. Ouais. Bon, malheureusement, voilà, il a ce phénomène un peu tablier, il a encore tout cet excédent de peau. C'est encore chronique. Mais en attendant, aujourd'hui, il est quand même en meilleure santé. Bien sûr. Un physique, aussi, bien sûr. voilà, différent. Mais après, ouais, comme tu dis, il y a des gens qui attendent le déclic et malheureusement, c'est des fois un gros souci de santé qui te le donne. Et quand tu vas vers un infarctus ou des choses comme ça, des fois, tu as des points de non-retour. Et... Il avait quel âge, ton collègue? Oh, écoute, il avait, je crois, 45 ans à l'époque, il me semble. Ah, il est encore jeune. Hein. Donc ouais, super jeune, tu vois. Aujourd'hui, il en a 55. Il a bien perdu. Alors bon, voilà, comme tu dis, des fois il reprend quelques kilos, après il réajuste un petit peu, il fait attention, tu vois. Exactement. Et je pense qu'il faut pas attendre vraiment la maladie pour avoir le déclic, parce que des fois c'est trop tard, quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit, et ça m'a fait penser par exemple, il y a beaucoup de pathologies aujourd'hui qui peuvent simplement être soignées. Vraiment, je dis soignées, hein. Soignées définitivement par une perte de graisse. Premièrement, la stéatose hépatique. Deuxièmement, apnée du sommeil. L'apnée du sommeil. Dans ma famille, il y en a qui ont ça. Du coup, il y a l'appareil nocturne, etc. C'est quand même encombrant, etc. Contraignant, ouais. Alors qu'une belle perte de graisse bien faite, tu peux enlever ton appareil. Après, c'est des choix de vie. C'est des personnes en général qui ont eu des habitudes de vie pendant des années, qui sont peut-être pas ouverts tout simplement à écouter des nouvelles habitudes, etc. Et c'est simplement leur choix. Faut respecter les choix de chacun. Ouais, je pense que c'est assez fermé, parce que là, je repense à un ami qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Et donc, tu sais, je lui demandais, je lui dis, t'en es où dans ta perte de poids? Il me dit, pour l'instant, je stagne, mais c'est pas mon souci principal, tu sais. Ouais, c'est ça, ils s'en fichent. J'ai autre chose à gérer. Ouais. Alors, ça m'a pas fait chier parce que voilà, comme tu dis, c'est son objectif, c'est son quotidien. Mais je me suis dit, c'est dommage, tu sais, parce que, ta santé, t'en as qu'une, au fait. Et ça devrait être ton souci principal, parce que, j'aimerais pas, tu sais, c'est un ami, tu vois, donc j'aimerais pas qu'il lui arrive quelque chose de mal et de le perdre trop tôt, parce que, voilà, hein, ça peut malheureusement arriver. Mais après, ouais, comme tu dis, si t'es pas ouvert à écouter, malheureusement, tu peux rien faire pour la personne. Mais je tiendrais quand même à dire que il y a surpoids et obésité. Les deux sont quand même très différents. Et quand on est en situation d'obésité, ça peut être plus facile à perdre sur le moment. Parce qu'il y a beaucoup plus à perdre, évidemment, et que le moindre changement positif fonctionne beaucoup. Avec une personne qui doit perdre seulement quelques kilos. Mais l'obésité, c'est une réelle pathologie, c'est une maladie reconnue par l'OMS, etc. Et c'est à prendre en compte. Parce que si la personne est en situation d'obésité, je parle vraiment d'une grosse obésité, c'est qu'il y a eu des problématiques antérieures, etc., qui peuvent être bien au-delà de juste manger trop. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, c'est à prendre en compte. Ça peut être du psychologique, ça peut être des traumas liés à l'enfance, ça peut être des problématiques hormonales, etc., qu'il faut prendre en compte aussi. Peut-être une supplémentation qui est importante. Il y a peut-être des médicaments. Il y a peut-être des traitements qui bloquent certaines régulations hormonales, qui diminuent tes dépenses énergétiques au repos énormément. Tout ça, c'est à prendre en compte. Et une situation d'obésité, ça se prend pas en charge du tout comme une personne qui veut perdre 5, 10, 15 kilos, quoi. Donc, faut vraiment faire gaffe. Mais l'obésité, ça peut être compliqué quand même, hein, pour une personne. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Et une personne qui est obèse et qui a du mal à perdre du poids, il faut pas juste dire « Ouais, mais enlève tes poignets du frigo ». Non, pas du tout. Oui, ça c'est un peu la phrase un peu conne, on va dire, hein, tout simplement. On pourrait avoir tendance à dire ça dans l'opinion populaire, mais c'est faux. C'est faux. Peut-être qu'elle a des crises d'hyperphagie dues à certaines problématiques, etc. Crise de boulimie. Faut vraiment faire gaffe. Donc voilà. Mais c'est pas
il faut des compétences particulières. Il y a aussi beaucoup de psychologique, aller voir des psys, etc. Et moi, tu vois, la personne que j'adore accompagner et chez qui je suis sûr qu'elle peut avoir les résultats. Homme, femme, 22, 23 ans, jusqu'à 55, 60. La personne la plus âgée que j'ai eue, c'était 68. Et qui veut perdre entre 5, 10, 15, max 20 kilos. Voilà, je suis sûr à 100% que ça va passer. Avec les bonnes méthodes, et qu'il n'y a pas de pathologie réelle. Oui, c'est la personne un peu lambda, on va dire. Ouais, c'est ça, toi, c'est ça. Ce que tu rencontres au quotidien. C'est ce que je rencontre au quotidien. Avec les bonnes méthodes, on est assuré à 100% de tenir le poids, le physique esthétique, l'état de forme, la santé qu'on veut. Comment on fait pour bien manger quand on n'a ni le temps, ni l'envie de cuisiner? Ça tombe bien, c'est mon cas. Non, j'ai un peu de temps quand même pour cuisiner. Mais par contre, j'ai jamais envie. En fait, il faut juste trouver les astuces. Et ça vient, c'est hyper personnel. Hein. Ça vient vraiment juste avec, on trouve les astuces qui nous conviennent, etc. Exemple. Par exemple, si t'as pas envie de cuisiner et que tu veux un repas très simple, t'as tes légumes, tu prends tes crudités, tu prends des tomates ou du concombre. Tu peux manger directement comme ça en croquant. 0 temps de préparation. Tu peux prendre une boîte de thon au naturel, une boîte de maquereaux, de sardines. C'est un excellent poisson, même en boîte. Ça te prend 0 temps de préparation. Tu le vides un petit peu, tu le rinces si besoin. Et tu te mets une petite portion de riz basmati à côté que tu as déjà fait avant, ou alors que tu cuis, mais ça te demande 10 minutes de cuisson, tu le prépares pas à manger. Et en 10 minutes, tu as un repas qui est sain. Et en dessert, tu peux te prendre 1 ou 2 carrés de chocolat noir, une pomme, un petit truc. Et tu as un repas qui est parfait en 10 minutes. Enfin, tu as juste fait cuire du riz. Ou alors, si vraiment, pareil, tu veux un autre type de repas, tu peux prendre, tu cuisines à l'avance. Honnêtement, tu peux prendre 1 kilo de riz que tu cuis, tu mets dans le frigo, ou déjà dans des tupperwares. Ça va peut-être prendre 1 heure pour préparer 7 repas, mais t'as tes 7 repas du midi pour les 7 jours de la semaine. Le fameux meal prep. Les meal prep. Voilà, sinon, honnêtement, moi, ce qui marche beaucoup, c'est de manger souvent pareil. Forcément, quand tu manges toujours les mêmes repas, la préparation, tu peux faire soit une fois, soit t'as l'habitude et ça va beaucoup plus vite, etc. Mais en général, c'est quand on est ce qu'on appelle un nutrinazi comme moi. Un nutrinazi, c'est quelqu'un qui fait très 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 attention, etc. Mais voilà. Mais en fait, c'est quand on n'a pas le temps de cuisiner et qu'on veut manger bien et rapidement, faut vraiment pas se prendre la tête. Faut entre guillemets faire l'impasse sur une belle assiette, sur des compositions alimentaires particulières. Tu t'embêtes pas, tu prends une crudité, un féculent, une protéine. Ouais, tu fais un peu une impasse sur le goût aussi, parce que... Non, pas forcément. Parce que forcément, tu vas pas avoir ça va pas être, tu vas pas faire revenir dans une préparation, etc. Peut-être que tu vas pas faire cuire des légumes bien revenus dans des oignons, de l'ail, etc. Mais le goût, ouais, ok, on peut faire l'impasse sur le goût pour certaines personnes, mais si tu assaisonnes bien avec un peu de sel, un peu de poivre, tu peux mettre un peu d'épices, machin, ça peut être très très bon aussi. Honnêtement. Faut juste prendre le temps un petit peu. Faut juste prendre un peu plus le temps. Mais voilà. Sinon, l'erreur à ne pas faire, c'est commander. Si on n'a pas le temps et qu'on veut bien manger, faut vraiment éviter de commander. On n'a aucun contrôle sur ce qu'on mange. Ça va être trop calorique en général. Ou alors, même si les calories sont bonnes, tu vas avoir faim encore après. Les macronutriments sont pas bons, il va y avoir beaucoup trop de sel, rétention d'eau derrière, donc tu vas pas avoir l'impression de perdre du poids. Alors, t'en perds un petit peu, donc psychologiquement au niveau de la motivation, ça peut être un peu compliqué. Oui, c'est un peu la bonne excuse, ça. J'ai pas le temps, alors je commande en vitesse, ou je passe au McDo, exactement. Ou au snack en rentrant. Exactement. Alors qu'en vrai, oui, si tu t'organises bien, bon, moi je suis un fan du meal prep. Hein, voilà. Moi je prépare 5-6 tupperwares pour la semaine, pour le boulot. Ça t'évite de manger des cochonneries, tout simplement. Hein, de dire, tiens, je vais me faire des pâtes avec de la crème et puis du gruyère par-dessus. Ouais. C'est très bon, mais bon, généralement, c'est pas contrôlé. Forcément. Comme tu dis, t'as pas d'apport de protéines dedans. Mais moi, ça me prend 1h30 max et tu fais 5-6 repas tranquille. Alors oui, je mange la même chose, certes, mais je balance tout dans mon four. C'est ça, tranquille. C'est tranquille. J'assemble tout dans mes tupperwares. Et puis là, par exemple, quand on aura fini le podcast, je vais rentrer chez moi. Je vais être un peu borderline. Ouais, borderline, on va dire, pour le travail. Mais c'est pas grave, tout est prêt. Juste à prendre mon tupperware, je le chauffe, ça me prend 1 minute 30 et ça y est, je peux manger. Oui. Donc 10 minutes, c'est réglé.
Alors que c'est sûr, tu dois commencer à composer, cuire le riz, comme tu dis. Tu prends 1 kilo, tu le fais cuire, tu le mets au frigo et c'est prêt, quoi. C'est ça. Tu peux faire pareil pour le poulet. Tu peux mettre le poulet que tu as cuit, les filets de poulet, le filet de dinde, par exemple. T'en cuis 1 kilo. T'en as pour 5 jours. T'en consommes 200 grammes par repas. Pour un repas par jour. Tu mets au frigo après. Pareil pour le riz. Et après, t'as juste à prendre ta crudité et le rajouter dans l'assiette. Un peu de balsamique. C'est parfait. À la limite, pour le riz, tu peux mettre un petit coulis de tomate. Si t'aimes bien. T'as un super repas. Ouais, le goût, peut-être qu'il est pas si bon qu'au restaurant. Mais t'as tes apports macronutritionnels, micronutritionnels aussi. T'as ton plan qui est respecté, ton objectif, tu sais qu'il va être atteint. Et est-ce que sur 5 repas du midi, tu peux faire l'impasse à la limite sur un vrai repas gastronomique? Oui, après tu kiffes quand tu rentres le soir à la maison. Moi, ma femme, elle me dit toujours, elle me dit c'est pas terrible ce que t'as fait, hein. Elle me dit ouais, mais ça me nourrit. Tu vois, en fait, mes tupperwares, on va dire, pour le boulot, je me dis, ouais, mais ça me nourrit, en fait, tu vois. Et comme tu dis, j'ai mes apports caloriques, micro, macro. Ouais, ça me nourrit. Je suis content, en fait. Voilà, c'est le goût, quand je serai avec ma femme à la maison, on se cuisinera un petit truc sympathique et là, je kifferai. Après, le goût, par exemple, regarde, je vais te donner un exemple d'un repas que j'adore et qui est très, très bon. Et qui est vraiment efficace en perte de poids, qui te prend 5 minutes à faire. Tu prends une boîte de thon au naturel. Tu prends une boîte d'haricots rouges. Tu la vides, tu rinces les haricots pour enlever l'excès de sel. Tu mets tout dans un tupperware. Ensuite, tu ajoutes 200 grammes de tomates cerises que tu coupes en deux. Tu coupes les tomates cerises en deux. Tu mets dans le tupperware. Tu prends une petite pincée de maïs. Tu mets du maïs, juste en décoration. Voilà. Et ensuite, tu ajoutes vinaigre balsamique. Un peu d'herbe, d'épices, si tu as envie. Tu mélanges tout et tu as ton tupperware. Allez, temps de préparation 5 minutes, 6 minutes grand max. Par contre, le goût est excellent. Le mélange thon, haricots rouges, tomates, cerises, moi je trouve ça excellent. Oui, j'allais dire, ça va dépendre des goûts de chacun, du coup. Ça va dépendre des goûts de chacun. Mélanger au vinaigre balsa, c'est énorme. Alors, en fait, mais encore une fois, ça rejoint ce que je te disais précédemment. Il faut trouver les solutions personnelles. Il y en a chez qui ils vont adorer cette salade. Il y en a qui vont préférer vraiment le riz poulet brocoli, classique. Il y en a qui vont préférer vraiment préparer des bons repas, etc. Il y en a chez qui les restaurants, ça va être beaucoup plus fréquent. J'ai une personne qui consomme 6 restaurants par semaine pour le travail. Faut faire avec. Elle est obligée pour le boulot, etc. On trouve des solutions. Et elle perd quand même du poids. Alors oui, on va moins perdre que si on serait plus discipliné, etc. Mais c'est pas son objectif, donc tant mieux. Et en fait, il y a toujours des solutions propres à chacun. Donc, il suffit juste de les trouver. Et si quelqu'un veut vraiment du plaisir alimentaire dans l'assiette, avec des bons goûts, une bonne préparation, une bonne dégustation, etc., tout en perdant de la graisse rapide, c'est possible aussi. Mais à ce compte-là, on peut pas faire l'impasse sur le pas de temps de préparation. C'est juste ça. Oui, à un moment, faut faire des concessions sur quelque chose, quoi. En fait, si tu veux quelque chose de très bien préparé, très goûteux, etc., ça demande du temps de préparation. Si tu veux être efficace, perdre de la graisse rapidement, etc., être sûr et certain d'obtenir tes résultats, de ne pas prendre la tête avec le temps de préparation, tu fais un plat efficace, simple. En gros, ça va être ça. Mais les deux sont possibles. Ouais, moi, je dis toujours, si tu veux un physique au millimètre, entre guillemets, il faut que tout le reste soit au millimètre. Évidemment. Si tu fais à peu près, tu auras de l'à peu près. Évidemment. Plus on est précis dans l'alimentaire, plus on va obtenir les résultats précisément. Tiens, j'ai une personne brésilienne que j'accompagne en ce moment, et c'est la plus petite perte de graisse que j'ai dû effectuer. Elle voulait perdre 6 kilos. Et pourtant, elle avait déjà un pourcentage de masse grasse faible. Je crois qu'elle était à 23 ou au-dessus des 20. Je sais plus combien elle était. Au tout début de l'accompagnement. Elle était déjà assez... elle était pas en surpoids du tout. Par contre, elle faisait beaucoup de sport, de musculation. Et elle avait un objectif vraiment pur esthétique. En 6 semaines, elle avait perdu, il me semble, 3 kilos. Pour elle, ce qui était énorme. Elle n'arrivait jamais à perdre autant. Et elle a du coup été refaire son bilan masse grasse, masse musculaire, masse maigre, etc. Et au bout de 6 semaines, elle avait perdu du coup ses 3 kilos de graisse. Et par contre, sur la masse musculaire, elle avait perdu 100 grammes. Ce qui est dérisoire. Ouais, ce qui est merveilleux, en fait. Et en fait, moi, ça m'a fait vraiment plaisir, et à elle aussi. Et ça prouve surtout qu'on est capable de perdre uniquement de la graisse, en maintenant la masse musculaire. Juste en ayant des bons apports en protéines, en conservant et en sollicitant la masse musculaire avec les entraînements. Peut-être pas avec le même niveau de performance et d'intensité que lorsqu'on est pas en perte de graisse, parce qu'il y a un peu moins d'énergie, mais toujours en continuant de s'entraîner, etc. On a une très très belle perte de graisse.
Et peu importe ta physiologie, encore une fois, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir de tout le podcast. S'il y a un truc à retenir, la perte de graisse, elle est possible pour toutes et tous, peu importe leur situation, peu importe leur pathologie, peu importe leur physiologie. Avec un C'est ce qu'il y a à un retenir. bon plan adapté, tout Ouais. est possible. Et en comprenant vraiment la personne, ses besoins, ses antécédents, une bonne supplémentation, on analyse un petit peu ces pathologies qui pourraient ralentir la perte de graisse, l'hypothyroïdie surtout. Si on prend ça en compte, c'est bon. Ok, bah écoute, franchement, 5-6 questions, on a fait presque plus d'1 heure et demie de podcast. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser des petites questions de fin. Ouais, Et à mon avis, on va se retrouver pour un petit épisode 2. avec grand plaisir. On va casser un peu les mythes de la nutrition, Avec parce grand qu'on plaisir. a quand même beaucoup d'idées reçues. Ouais, bien sûr. Et ce serait bien de casser un peu tout ça avec toi. Selon toi, quelle est la meilleure source de protéines? Filet de poulet. La plus pratique, la meilleure. Sinon, la meilleure physiologiquement, c'est l'œuf. Ok. Ouais, une bonne source lipides, protéines. Ouais. Quel est le meilleur cheat meal? Pour moi perso ou en général? Bah, on va dire pour toi perso, et puis en général, on va dire pour se faire quand même plaisir, mais sans trop. Pour moi, le meilleur cheat meal, les pâtes sans gluten Barilla avec une bonne sauce tomate. C'est pas un cheat meal, mais... Ouais, j'allais dire, c'est pas un cheat meal, ça. Enfin, du Non. moins, c'est le tien. Si c'est ce qui te fait kiffer, c'est le principal. En fait, pour moi, les cheat meals, c'est un bon restaurant où je me prends pas la tête. Pour moi, c'est un vrai cheat meal. Peu Je vais au importe ce que restaurant. tu manges, voilà, Voilà. c'est Avec kiffe le moment. une personne, de la famille, peu importe, un ami, peu importe. Voilà. Je kiffe le moment, je prends un bon repas sans rien compter, sans rien prendre en compte au niveau nutritionnel, micronutritionnel, qualité. Ouais, ça fait partie du truc. C'est ça. Si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire. Le magnésium. Ah, avec la vitamine D, je peux pas, quoi. C'est impossible d'en dire un. Donc les deux ensemble, on va dire. Ouais. Attention, magnésium bisglycinate, hein, évidemment. Sous la meilleure forme, Ouais. le meilleur qui assimile à tout ça. Exactement. Alors, les autres, ça peut causer de la diarrhée, etc. Oui, après, on repartirait dans un débat, donc on va... On se le gardera pour l'épisode 2 alors. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport, ce serait quoi? Marcher 10 000 pas par jour minimum. Ouais, c'est important. Ah, c'est la plus grande maladie du siècle, à partir de 2000, hein, le 21e siècle, c'est la sédentarité. Et la meilleure clé pour sortir de la sédentarité, c'est le mouvement. Et quelle est la meilleure activité pour être en mouvement? La marche à pied. La plus simple, la plus accessible, la moins fatigante, la moins énergivore. 10 000 pas par jour, c'est plus simple. Ouais, ça te demande aucun équipement, C'est ça. une petite paire de Et baskets. 10 000 pas par jour, pour quelqu'un qui est sédentaire, rien qu'avec ça, il peut avoir de très beaux résultats, juste en termes de forme, de santé simplement, et même en termes de perte de poids. Une citation, une phrase motivante qui t'inspire. Ouais, j'en ai des millions et des millions, on va dire une. SNNFC que j'adore, je pense que tu connais. Bien sûr. Ne peut prétendre donner de bons conseils celui qui n'applique pas ses conseils. En gros, ça veut dire que tu peux pas donner des conseils si tu les appliques pas toi-même. Je trouve que y a pas de plus vrai. Tu vois, t'as interviewé Mathieu Gandolfi dans ton podcast. Exact. C'est le meilleur exemple. Pourquoi? Quand j'avais 15 ans, du coup, juste avant que je passe cadet en course à pied, je voulais mon entraîneur. Et en fait, les courses auxquelles j'aspirais à partir de 16 ans, quand j'étais en cadet, c'était des trails courts, en course nature, de 10, 15, 16 bornes. Je me suis dit, ok, bah si je prends l'entraîneur, il faut que ce soit le meilleur sur cette distance. Et dans la région, bah, c'était Mathieu Gandolfi. Et même au niveau national, maintenant, c'est l'un des meilleurs. Du coup, je l'ai contacté, etc. Et puis après, c'est devenu mon entraîneur pendant 5 ans. Et voilà. Et je suis allé vers lui au début. Pourquoi? Et parce que c'était le meilleur. Et après, on a eu une super relation, etc. Mais au début, c'était parce que c'était le meilleur. J'ai été vers le mec auquel, qui m'inspirait, quoi, vraiment. Ouais, tu voulais être le meilleur, du coup, tu t'es tourné vers le meilleur. C'est ça. Et si aujourd'hui, je voudrais devenir faire de la muscu, faire du bodybuilding, etc., bah, j'irais prendre un coach qui m'inspire vraiment. J'irais pas prendre un coach qui m'inspire pas, ou voilà. Après, du coup, si vous voulez un coach, il y a Sylvain. Exactement. Qui est ici chez City Fitness, Exactement. qui a un physique incroyable et qui est très très bon dans son domaine. Exactement. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Ah ouais, mais un je suis peu jeune. moins, Mais ouais, je suis voilà, jeune. vu que t'es jeune. Conseil, voilà, quand t'avais 15 ans et que tu courais beaucoup, quel conseil pourrais-tu te donner?
C'est difficile à dire parce que j'estime que le parcours que j'ai effectué, c'est ce qui m'a permis d'arriver à là aujourd'hui. Et Bah, que, juste ne change rien peut-être. ouais, et toutes les choses, on va dire, négatives qui se sont passées, ou que j'ai moins bien fait, bah, c'est ce qui m'a permis d'arriver là. Donc c'est assez difficile, mais un conseil, non, honnêtement, ouais, rester comme ça, hein. Ouais, ne change rien, tout va bien aller. Ouais, la passion, c'est ce qui m'a permis d'apprendre, etc. Le sport, j'ai beaucoup de fierté sur le sport, même quand j'étais dans une très très grosse. En fait, je vivais pour la course à pied, et en fait, j'ai vécu pour la course à pied, et je pense que ça m'a permis, bah, de ne pas avoir, pas de faire de conneries, etc. À 17, 18 ans, 20 ans, quand je vivais à Lyon, parce que j'étais parti vivre 3 ans à Lyon pour mes études, et ça peut être tu peux faire des bêtises quand t'as 18 ans, 19 ans, et que t'arrives dans une nouvelle ville tout seul dans un appart. Tu dis, vas-y, c'est parti, je fais ce que je veux. Et en fait, moi, j'avais tellement cette obsession pour la course à pied que je dormais à 21h, je sortais pas, je continuais mon alimentation propre, il y avait pas d'alcool, évidemment, et tout ça. Et c'est ce qui m'a permis, à mon avis, de passer de très très belles années. Et puis, la dernière année à Lyon, je commençais un peu moins à être hyper discipliné dans la course à pied. Et j'ai vraiment profité avec des amis, on est sortis un peu plus, etc. Donc, j'ai quand même vécu la vie étudiante qu'on peut estimer. Mais en fait, je pense que le meilleur conseil, ça aurait été de reste toi-même. Reste toi-même, ouais, ça c'est meilleur. Reste toi-même, ne change surtout pas pour les autres. Reste Ouais. authentique. Ouais, exactement. Où te vois-tu dans 10 ans? Ah, c'est une énorme question. Dans 10 ans, je pense pas que j'aurai encore d'enfants, on est qu'en 2025. Ah, quoique, dans 10 ans, j'aurai 33 ans. Dans 10 ans, je me vois vivre dans plusieurs pays du monde, 6 mois par an. On va dire octobre à mai. On va dire un an ici, un an là. Et avoir une maison dans le sud de la France. Une belle maison avec piscine, etc. Tranquillement. Et vivre exactement comme je vis là, avec mes clients, avec les personnes que j'accompagne. Encore une fois, uniquement dans l'objectif d'aider les personnes. Et sauf que je serai encore meilleur. J'aurai encore beaucoup plus d'expérience, j'aurai encore beaucoup plus de connaissances encore. Il y aura des nouvelles études qui seront sorties, qui vont apprendre des choses incroyables, qui vont nous permettre d'améliorer vraiment les suivis. Il y aura peut-être des nouveaux logiciels, des nouveaux ordis qui vont nous permettre de faire des suivis encore bien meilleurs. Donc en fait, dans 10 ans, je me vois adulte, le vrai adulte qu'on imagine, avec une compétence dans mon métier 2 fois supérieure minimum à aujourd'hui. Tu viendras je fais une petite parenthèse là-dessus parce que j'étais mangé chez un ami lundi et j'ai putain, mais on est devenus comme nos darons. Tu sais, d'avoir le petit meuble avec toutes les bouteilles d'alcool rangées dedans. Mais tu sais qu'on boit jamais, tu sais, ceux qu'on t'a offert. Oui, c'est joli. Ouais, mais j'ai dit, ça y est, on est vraiment devenus adultes, Ouais. tu vois. C'est là que je me suis dit ça. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Ouais, évidemment. Projet perso. En fait, pour moi, le perso et le pro, c'est la même chose parce que ma vie perso, c'est ma vie pro. D'accord. Je vis pour ma vie. Les personnes que j'accompagne, c'est du professionnel, oui, parce qu'il y a un paiement. Mais honnêtement, c'est ce que je kiffe faire le plus. Donc mon perso, c'est mon pro, je cours, etc. Et mon ambition perso, mon projet pro actuel, c'est de déménager de la France, partir à Dubaï pour fin d'année, et ensuite vivre un petit peu là-bas quelques mois, revenir en France, et ensuite voyager dans tout le monde. Ça peut être les US que j'ai jamais fait, qui m'intéressent énormément. Ça peut être un peu tous les pays du monde, la Thaïlande, etc. que j'ai jamais visité non plus. Et ouais, c'est un peu ça le projet pro, juste délocaliser mon activité, rester en ligne. Tu verras, sur Dubaï, en plus, tu pourras peut-être conseiller à tes clients de commander. Parce que là-bas, ce qui est bien, c'est que quand tu commandes, t'as tout qui est écrit sur les boîtes. Calories, Ouais. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'y suis allé en décembre. Avancée, mais et en fait, à Dubaï, alors beaucoup de gens ont des énormes préjugés dessus, mais pourtant, en termes de santé, c'est incomparable par rapport à la France. Il y a des hôpitaux publics gratuits à Dubaï. Personne ne le sait. La nourriture, tu peux vraiment avoir des aliments sains. Dès que tu rentres dans un magasin, une sorte de supermarché, un petit truc comme ça, tu vas avoir des étalages mais énormes de fruits et légumes, avec pareil les grammages, les calories, etc. Ils vont être déjà prédécoupés. Tu rentres dans le magasin. Alors là, en termes de temps de préparation, tu peux prendre tes 150 grammes de blanc de poulet qui est déjà cuit,
sans assaisonnement, rien, vraiment naturel. Tu peux aller prendre tes 200 grammes de chou rouge si tu veux, cru pour assaisonner avec un vinaigre balsa. Tu peux prendre ce que tu veux. Et c'est vrai que la nourriture à Dubaï, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile qu'en France. Et en plus, tu peux commander très facilement, mais de bons aliments, alors qu'en France, c'est pas possible. Uber Eats en France, c'est que des fast-food, Exact. Ouais. tu vois. Alors qu'à Dubaï, c'est pas Uber Eats, c'est Carême ou Karim, je sais plus comment on dit. Ouais, moi je lui disais Karim, ouais. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Tu peux commander tes 3 bananes pour la journée. Tu peux commander ton filet. Magnifique. Ouais, c'est Et le mec génial arrive en là-bas. 15 minutes chez toi. C'est vraiment génial. Et la dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Ah, hyper intéressant. J'en aurais énormément. Est-ce que tu veux que ça soit dans la région? Peu importe, hein, ça peut être loin, ça peut être présentiel, c'est toujours cool, c'est sûr, mais en visio, c'est bien aussi. T'as eu quoi déjà comme participant en termes d'activité? J'ai tout, j'ai eu du nageur, j'ai eu du coach sportif, Ok. j'ai eu toi, nutritionniste du coup, de la boxe. Après c'est assez varié. C'est dommage que tu aies interviewé Mathieu Gandolfi. Je te l'aurais conseillé. Bah c'est lui qui m'a parlé de toi d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est un peu la seule personne que je connais ici. Parce que je me suis pas du tout... j'ai pas de vie sociale ici vraiment développée. Après tu peux regarder sur tes réseaux, au pire tu me les enverras, y a pas de Ouais, problème bien comme sûr. ça moi. Bien sûr, Je bien peux sûr. toujours les contacter, même en visio, c'est toujours cool aussi. Hein. Bah, c'est ce que t'as fait avec moi. Exact. Contacté Mais sur Insta. on a enregistré en présentiel quand même. On s'est rencontrés. Ok, bah écoute, on a fait un peu le tour. On va se laisser le temps pour un petit épisode 2 afin de casser Ouais. les mythes. Faut qu'on casse les mythes. Et puis on se retrouvera pour cet épisode 2. Avec grand plaisir. Eh En tout ben, cas, écoute, merci infiniment à toi de m'avoir invité. eh ben, fait plaisir. merci à toi. Plaisir partagé. En tout cas, c'était un épisode très intéressant. J'en ai appris également beaucoup. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est le but. Eh ben, je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Mais merci à toi aussi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Théo pour toutes ses réponses claires, honnêtes et sans langue de bois. J'espère que vous repartez avec quelques clés concrètes pour mieux manger sans tomber dans la psychose ou le calcul des calories à chaque bouchée. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré et à me dire en commentaire ou en DM ce que vous avez retenu ou remis en question. À très bientôt pour un nouvel épisode autour du sport, de la santé et du bien-être et de tout ce qui nous fait vibrer au quotidien. D'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus.